Radio Campus Montpellier 102.2 FM. Champions, putain! On est les champions! Non mais tu le crois ça? On est les champions! Non mais c'est fou! Le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe. Et salut à tous les chillers et les chilleuses, bienvenue ou welcome comme disent les Anglais dans votre émission d'actualité sportive préférée Sport and Chill. C'est votre rendez-vous du lundi soir de 19h à 20h30, alors installez-vous, restez bien sur le canal 102.2 de votre radio parce qu'en ce moment du sport, il n'y a que ça à la télé et on vous a préparé un programme aux petits oignons. Mais avant ça, je vais vous présenter nos joyeux lurons, nos copains qui sont autour de la table. On commence avec un grand supporter lyonnais et fan de NBA. C'est la deuxième fois qu'il vient nous étaler sa culture sportive énormissime. C'est Alexis. Comment ça va, Alexis? Ça va super, et toi? Bah, moi ça va super. Parfait. Comment t'as pris parce que moi je suis supporter du LOSC. C'est Rémi, c'est vrai, c'est Rémi qui présente cette émission. Je l'ai même pas précisé. Comment t'as pris la nouvelle? Lyon-Lille en Coupe de France? Moi, je dirais pas ce que je pense, mais je pense qu'on va vous sortir. C'est nos petits en Coupe de France. Merci Alexis, j'espère que t'es chaud aujourd'hui. On a un gros programme. En face de lui, on a reformé l'Olympico sur le plateau de Sport & Chill. Parce qu'on a un fada de l'OM et suiveur officiel du BLMA pour Midi Libre. Valentin, comment ça va? L'OM s'est sorti au péno. T'as dû te coucher tard avec Griezmann hier. La journée d'hier était pourrie, même avec le BLMA et tout. Franchement, là, j'ai passé une meilleure journée aujourd'hui. On a fouetté une paire au padel, c'était génial. Ouais, on a fait un petit padel, c'est vrai, avec Valentin. On les a gagnés. On vous embrasse si vous nous écoutez. En sa diagonale, vous connaissez évidemment la doublette Ramos-Pepe, Piqué-Pouyol, Robben Ribéry ou même Lenny Yoro, Alexandro Olosk. Et ben nous, on a la doublette de Valentin, puisque c'est un autre Valentin qui est là, un grand Magnifique. amoureux, peut-être le plus grand amoureux du roi Georges Mikotadze à Metz. Comment ça va? Metz, c'est comment en ce moment? Metz, c'est compliqué. Je vais me farcir 9 heures de bus là samedi pour aller les voir à Nice. Alors j'ose espérer. Faut être motivé, je le fais. Mais quel courage. J'avoue que Metz, j'y vais exprès pour le roi Georges. j'irai pas. J'ai développé un amour pour ce joueur, donc je ferai des kilomètres. Est-ce pour que lui. tu penses que ça peut être... Est-ce qu'il peut faire pchit comme ça? Est-ce qu'il peut faire un petit flop son retour En vrai, Mikotadze? les joueurs de retour en prêt chez nous, ça nous a rarement réussi, mais j'espère qu'ils vont inverser la tendance. Ouais, il est qualitatif quand même Je dans me son, souviens dans de son Pape football. Matar-Sarr qui avait fait une saison un peu de merde après. Et enfin, celui qui vient compléter cette belle brochette, c'est une légende ici dans les studios de Sport & Chill Faudrait qu'on et retire de son Radio maillot. Campus. Il faudrait qu'on retire son maillot. J'ai même entendu parler d'un projet de construction de statue. Pour vous la faire courte, c'est comme si Nasser El Raifi descendait des tribunes pour jouer numéro 10 le soir d'un classico. Aujourd'hui, le 4e chiller, c'est Romain, l'habituel animateur de Sport & Chill. Il nous fait l'honneur de venir participer au débat en tant que chroniqueur cette fois-ci. Romain, qu'est-ce que ça fait d'être à cette place? Est-ce que ça fait du bien d'être auto? Écoute, ouais, autre rôle, le premier rôle que j'ai connu d'ailleurs dans l'émission, donc C'est c'est vrai. bien de temps en temps, effectivement, je pense que les deux rôles sont sympas. Quand on est chroniqueur, on a plus de liberté de parole, c'est toi qui vas arbitrer les débats, et ravi d'être là, parce que les autres fois, tu as eu l'occasion d'animer, ou Alan, et j'étais pas de la partie, C'est vrai. fois-ci, je suis là en chroniqueur. En c'est plus, sympa handball, aussi. tennis, je pense que c'est des sports que t'aimes, donc ça Ouais, va être carrément, pas mal. carrément Justement, un joli programme. en parlant de programme, tu me fais la transition, Romain. Je vais faire un peu le sommaire. Bon, évidemment, notre petit rendez-vous habituel, le sport montpelliérain. On parlera notamment du BLMA avec Valentin et du MHSC, objectif Coupe de France ou non d'ailleurs. C'est notre sondage du jour. N'hésitez pas à aller voir sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Sport & Chill. Ensuite, on fera une petite première pause musicale que je vous ai concoctée. L'actualité de la semaine, on parlera évidemment de l'Euro de handball en Allemagne et du parcours de nos Français qui sont en train de jouer, on vous tient au courant. Valentin, ça fait combien en ce moment? 22-20, mais Plus pénalty de- raté à l'instant par la France. 22-20, oui, pénalty raté en ce moment par la France qui joue contre l'Autriche et qui, pour l'instant, est bien parti pour se qualifier pour les demi-finales. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, jingle, la parole est au chiller. La parole est au chiller avec du ski alpin, notamment Cyprien Sarrazin qui nous a fait
une masterclass ce week-end, de la NBA avec Alexis, du football, on reviendra un petit peu sur la Coupe de France, et enfin du sport automobile, parce qu'il nous faut parler du Dakar qui était plutôt palpitant, Effectivement. qui s'est terminé il y a peut-être maintenant une petite semaine, ou c'était cette semaine quoi. Non, c'était il y a quelques jours. Quelques jours, oui, en effet. Une deuxième pause musicale, et enfin, ça sera notre débat de la semaine, le gros morceau, l'entrée plat dessert du Sport & Chill. On reviendra et on commentera l'Open d'Australie qui est en train de se dérouler, et surtout on axera ce débat sur la performance des Français qui nous ont donné un petit peu d'air dans ce tennis français, notamment la jeunesse est au pouvoir avec des Arthur Cazot, des Océane Dodin, même Manarino qui n'est pas la jeunesse mais il nous a fait rêver, donc on Seconde revient. jeunesse. Ouais, c'est ça, et on reviendra également aussi sur l'ogre Djokovic, et potentiellement est-ce qu'il est toujours le grand favori pour cette Open d'Australie. Et enfin on terminera par un quiz actu. Simplement, Rémi, on tient à rassurer tout le monde. Aujourd'hui, les Français sont tous fait sortir du tournoi. Oui. Donc, retour Ouais, à la c'est beau. normale. C'est vrai. Je sais qu'il y en a qui a un petit peu le palpitant Ouais, qui c'est accéléré. C'est clair. Euh, La Fédération française de la loose, là, elle doit respirer sur les réseaux sociaux. Et enfin, on terminera avec le quiz concocté par Romain, que j'espère gagner encore une fois. C'est tout de suite, c'est parti pour le sport montpelliérain. Sport & Chill, le sport montpelliérain. Pour le sport montpelliérain, petite musique d'ascenseur, c'est normal, c'est très bien. Pour le sport montpelliérain, l'actualité sportive montpelliéraine n'est pas forcément à la fête pour ce week-end. On va se concentrer sur deux nos clubs phares, le BLMA et le MHSC. Le BLMA tout d'abord, après s'être qualifié en pleine semaine pour les quarts de finale d'Eurocoupe en battant le Dynamo Sassari, les Gazelles du BLMA recevaient ce dimanche les joueuses de Tarbes, 7ème du championnat, pour le compte des quarts de finale de Coupe de France. Une victoire donc impérative pour les joueuses afin de poursuivre l'aventure croustillante qu'est la Coupe de France. Mais malheureusement, les Montpelliéraines ont chuté à domicile 64-69, disant au revoir à la compétition. Pour ce qui est du championnat, les Gazelles se situent à une correcte 5e place. Valentin, toi qui es suiveur, on le rappelle, officiel, pour Midi Libre du BLMA, comment tu les sens en ce moment ? Est-ce que la Coupe de France était un réel objectif pour elles ? Est-ce que c'est vraiment une grosse déception de perdre ce quart de finale face à Tarbes ? La Coupe de France, c'était l'objectif. En début de saison, c'était l'objectif quand même numéro 1, je pense. Parce que le coach dit toujours que c'est le trophée le plus facile à aller gagner parce que t'as que 4 matchs à gagner. Mhm. Et s'incliner à domicile en quart contre Tarbes à la maison. Tarbes qui était une équipe. Quand t'as regardé le tirage au sort, tu t'es dit que c'était un bon tirage, surtout à la maison. Mais sur le match, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a un retour en seconde mi-temps, mais Tarbes mérite largement sa victoire, notamment au rebond où. Et qu'est-ce qui a manqué justement sur ce match De l'énergie. En première mi-temps, on passe complètement à côté. Beaucoup d'énergie, je pense, quand même. Parce que jouer 3 jours avant, ça a puisé quand même. Et jouer aussi quelques jours avant contre Villeneuve, qui est une grosse équipe. En plus, Villeneuve et Tarbes, c'est deux équipes qui sont très physiques. Genre. Tarbes possède les deux meilleures rebondeuses de la ligue avec Malonga et la légende Isabelle Yacoubou. donc non, franchement, je pense que physiquement elles étaient usées. Et il manque quelques réglages. Et le groupe aussi était restreint parce que là, Minia Touré est revenu hier. Et Garance Rabot va revenir bientôt, mais il n'y avait que 6 professionnels. Depuis 2 mois, il n'y a que 6 pros en fait, qui jouent. Donc c'est un peu compliqué. Toi, Romain, tu penses que. Est-ce que cette défaite pour toi, est-ce que ça peut entacher un peu la dynamique du groupe, quoi ? La dynamique, je suis pas certain parce que il reste 2 autres compétitions. Il faut pas s'arrêter sur la performance du week-end. Par contre, s'il faut juger de la semaine, certes il y a la qualif en Eurocoupe, mais c'est une vraie déception pour Montpellier parce que comme le disait Valentin, même s'il a manqué des ingrédients, qu'on n'est pas éliminé pour rien, il y a des raisons qui expliquent cet échec, mais justement c'est un échec pour Montpellier de se faire sortir en quart de finale de Coupe de France. Il y avait la volonté de passer un palier, et quand on a vu effectivement le tirage, on pouvait s'estimer relativement heureux, sans présumer des forces de l'équipe de Tarbes, de tomber sur Tarbes, parce que lorsqu'en face tu peux tomber sur des équipes comme Lasvel, Basketland, Villeneuve d'Ascq, Bourges, c'est beaucoup plus à notre portée. Malheureusement c'est pas passé cette fois-ci, et je pense que le vrai souci, comme le dit Valentin, c'est la profondeur de l'effectif. Il y a peu de joueuses professionnelles, on tourne peu, on joue sur 3 compétitions, on risquait d'avoir un accro à un moment donné. Malheureusement c'est arrivé en Coupe de France après un gros enchaînement avec effectivement ce dernier match en championnat contre Villeneuve d'Ascq et effectivement la double confrontation contre les Italiennes
viennent de Sassari, qui au moins là nous a plutôt souri. Donc effectivement, pour moi, entacher la dynamique, non, parce qu'il reste un joli parcours à faire en Eurocoupe. Et puis, qui sait, en fin de saison, le titre sera compliqué d'aller le chercher au vu des oppositions, mais on peut faire un beau parcours également en championnat. Et moi je me dis, il y a 3 compétitions à jouer. Tu me parlais d'accro, est-ce que c'est pas bénéfique? Peut-être pas aller jusque-là, mais est-ce que vaut mieux pas avoir cet accro en Coupe de France plutôt qu'en Coupe d'Europe et en première division? Bah, je vais te répondre que en Coupe d'Europe, si tu vas au bout, il te reste 5 matchs. En Coupe de France, il n'en restait que 2. Donc c'est la Coupe d'Europe. C'est un différent statut. Ouais, honnêtement, la Coupe d'Europe, là, tu tombes contre... il reste que des grosses équipes, hein. Vraiment. Le BLMA a terminé 8ème au classement. C'est un ranking. Le 8ème affronte... on aurait dû affronter, normalement, l'équipe qui a fini premier, Bourges, mais qui s'est fait éliminer par Beşiktaş. D'accord. Et du coup, on affrontera Beşiktaş. Mais sinon, il reste la 2ème, la 3ème, la 4ème, et ainsi de suite. C'est beaucoup moins accessible. Ah, je pense. C'est pas un objectif pour BLMA? Est-ce que c'est un objectif de gagner la Coupe d'Europe? L'objectif, il s'était fixé les quarts de finale, donc ils y sont. Maintenant, c'est que du plus. Ok. Mais non, maintenant, ça va être le championnat, l'objectif prioritaire, je pense. Et le coach était assez inquiet. Il me dit, parce que le début de saison, l'objectif, c'était le top 4 au classement. Et là, il me dit, maintenant, ça va être plus 5-6. Il voit pas... en fait, devant, il y a 4 grosses équipes et il voit pas comment on peut passer devant, quoi. Parce que Basketland, Bourges, Lasvel et Villeneuve d'Ascq, pour l'instant, ça reste au-dessus. Et c'est assez pessimiste quand même, parce que est-ce qu'on risque pas de s'ennuyer? Parce qu'on sort de Coupe de France, l'objectif en Coupe d'Europe, il est atteint. Tu me disais, c'était la quart de finale, après c'est que du bonus. Et là, on est 5ème, et l'objectif, c'est de rester 5ème. Après, il y a les playoffs. D'accord. Il y a les playoffs, et en playoffs, là, par exemple, tu termines 5ème, t'affrontes le 4ème, tu peux aller faire un petit coup, peut-être, tu vois. Ouais. Et après, par contre, tu affronteras Donc là, c'est objectif playoff, préparation playoff, garder l'effectif. Ouais, il y a la phase retour, de toute façon, de toute manière, c'est ça. Là, le calendrier va être un peu plus léger parce que c'était déjà leur 5ème match en janvier. Hein. Ok. C'était déjà leur 5ème match en janvier, donc là, le calendrier va être un peu plus léger déjà. Là, elles ont une semaine, c'est la première semaine en janvier où elles ont toute une semaine pour travailler. Ouais. Donc déjà, ça va leur faire du bien. Et déplacement compliqué à Charnay qui est juste à égalité avec eux. Ils sont 6ème. Ok. Et déplacement où les gros ont perdu. Ok. L'Asvel a perdu là-bas. Je crois qu'il y a une autre grosse équipe qui a perdu là-bas. C'est compliqué, Charnay. Et c'est un promu qui marche bien. Ok, donc gros match en perspective pour le BLMA. Romain, tu nous en parleras dans l'agenda Montpellier notamment. On passe tout de suite, merci les Romain et Valentin pour votre expertise sur le BLMA. On passe tout de suite à un autre sport. On retrouve le ballon rond et le rectangle vert, puisque direction la Mosson, ça rime, je l'ai préparé. T'es chaud. Avec le MHSC, pas de débrief de rencontre, puisque le match de Coupe de France face au club nordiste de Feigny-Aulnois a été repoussé pour cause de neige. Et oui, même si c'est difficile à croire en voyant le soleil montpelliérain. Hein. Parce que dans le nord, moi je reviens du nord. C'est un autre pays. J'ai les pieds dans la neige. C'est un autre pays. Je suis arrivé ici, je croyais que j'étais en été. Bref. Et sache qu'à l'inverse, moi ce week-end j'étais dans les Pyrénées, il n'y a pas un pet de neige. Hein. Tu vois. Ne rien y comprendre. Hein. Tu vois, c'est... Tout part en couille, voilà, je l'ai dit. Le club de la Paillade, dans le ventre mou de la Ligue 1, voire même en danger quant à la relégation, puisqu'ils sont 12e, on le rappelle, mais seulement 2 petits points devant le relégable. Le premier est relégable, l'Olympique Lyonnais. Oui. Aïe. Est-ce que, pour le MHSC, est-ce qu'on peut y voir, en cette Coupe de France, un réel objectif? Doit-il... les hommes de Derzakarian doivent-ils faire de cet objectif... de cette Coupe de France un objectif certain, ou alors la compétition nationale doit-elle passer au second plan au vu des dangers de relégation, tout ça? Alexis, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Quel est ton avis autour de la Coupe de France pour les hommes de Derzac? Déjà, je me dis qu'en championnat c'est compliqué. Après, c'est encore une petite équipe, donc c'est du bonus pour l'instant. Quand on sait que le début de saison est quand même très compliqué, donc ça permet quand même de reprendre de la confiance. Après, le PSG, on voit très bien le parcours qu'ils ont. Hein. Enfin, on voit qu'il y a encore beaucoup de gros. Donc je me dis, là, de toute façon, il faut qu'ils se qualifient. Sinon, c'est un peu embarrassant. Mais d'en faire je sais pas si tu demandais d'en faire un objectif, etc. Pour moi, c'est ma question à l'image d'un Nantes, d'un Toulouse, tu vois, ça embellit toute une saison. Ouais. Est-ce que ça pourrait être l'objectif Franchement, c'est du bonus. S'ils donnent toutes leurs forces dans cette bataille-là et qu'en championnat, c'est 2 points. Et 2 points, tu parlais de Lyon, mais enfin, même Clermont qui est 17ème, c'est que 4 points, quoi. Donc,
en profiter tant que c'est des petites équipes et puis après franchement s'ils tombent, enfin je sais plus quel est leur tirage là pour le prochain. C'est Nice. Voilà, c'est ça. C'est Nice, Le ouais, gagnant, voilà. c'est Donc, Nice. c'est du bonus, faut pas qu'ils se prennent la tête, qu'ils lâchent trop de force dans la bataille, parce que va falloir se concentrer. Toi, Valentin de Metz, comme on a deux Valentin, je vais appeler Valentin de Metz et Valentin de BLMA. Valentin de Metz, est-ce que t'es d'accord, c'est que c'est la Coupe de France, c'est du bonus et pas plus? Moi, j'aime pas les clubs qui disent la Coupe de France c'est du bonus quand je sais. Enfin, la Coupe de France, elle procure des émotions indescriptibles et je trouve que c'est bien. C'est toujours un bol d'air de jouer une coupe en plus. Et bon, déjà, il va falloir se sortir du piège Fény qui, à mon avis, va être compliqué. Michel Derzakarian, il disait qu'il s'attendait à un bourbier. Les gens de Fény-Aulnois décrivent la pelouse comme la Roumanie. Donc c'est assez compliqué en vrai parce qu'ils vont jouer dans un petit stade sur une pelouse qui est pas ouf, qui était gelée toute la semaine. Les bâches en fait sont arrivées en retard. Du coup la neige a recouvert la pelouse et c'est pour ça qu'ils ont reporté la rencontre. Parce qu'en fait les camions qui transportaient la bâche étaient bloqués sur l'autoroute à cause du temps. Donc Ok, c'est une succession d'événements un peu C'est bison chelous. futé, Valentin, en fait. Hein, C'est ça. Et c'est compliqué. Et Il était sur place, Ouais, c'est en ça. envoyé spécial. j'ai fait le duplex depuis D'ailleurs, on a Fény-Aulnois. un son de l'autoroute A5. Non, et puis ça va être un bol d'air parce que derrière, ce qui arrive, c'est du lourd pour Montpellier, C'est réception de Lille. Ah oui. Ensuite, ils se déplacent à Rennes. Ensuite, ils reçoivent Lyon et Metz, En les Ligue 1, deux ouais. dans la foulée, qui vont être deux gros chocs pour le maintien. Je pense que ça va être très très important de les gagner pour Montpellier, même si je n'espère. Je dis rien. Mais il y a une certaine concurrence avec un certain FC Metz, donc voilà. Forcément. Non, mais il va falloir qu'ils retrouvent la confiance et après ça va se débloquer, je pense, pour Montpellier parce qu'il y a un effectif important et la coupe peut permettre ça. Eh ben écoutez, si vous voulez répondre à cette question, la Coupe de France doit-il être un objectif pour le MHSC? N'hésitez pas à aller sur Insta et Twitter de l'émission, Sport & Chill, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, si vous voulez voir nos magnifiques visages, n'hésitez pas à aller sur Twitch, sur évidemment Sport & Chill, la chaîne Twitch de l'émission. Et à vous commenter promis- d'ailleurs, on Ouais, à pourra relayer vos commenter, messages. ouais, de fou. on De quelle suit couleur ça. est la vraiment. casquette de Rémi? Oh. Venez le voir sur Twitch. Celui qui trouve gagne un Une ticket place exclusif pour, pour, venir voir l'émission lundi prochain. Sur le canapé que vous verrez aussi si vous venez sur Twitch. Ouais, c'est ça. Un petit peu pêle-mêle, on va revenir un peu sur les autres résultats de nos clubs montpelliérains. D'abord le rugby, le MHR se déplaçait à Trévise pour le compte de la 4e journée de Challenge européen ce samedi et c'est une défaite sur le score de 27-19, ne bénéficiant donc même pas du point de bonification et par la même occasion le MHR perd la première place de sa poule aux dépens de leur bourreau du week-end. Nos hockeyeurs du Montpellier Vipers se sont imposés 4-3 sur la glace de Villars de Lens pour la 14e journée de D2. Le football féminin, le MHSC, les Montpelliéraines recevaient l'Ogre lyonnais et se sont malheureusement inclinés 2-1, malheureusement mais aussi logiquement. Au classement, les Payadiennes campent à leur belle 5e place au coude à coude avec le Stade de Reims pour la 4e Mais place. elle tombe avec les honneurs, contrairement à la semaine passée Ouais, où c'est elle ça. s'était fait rouler dessus. Là, il y a eu du mieux dans le jeu Montpellier. Ça tombait bien Ça a parce que c'était noté. diffusé, donc je préférais qu'on ne prenne On pas a une pu le voir. valise. On n'a pas pris une valise sur La Canal+. valise La valise en prime direct. time. Et à savoir simplement que cette année, effectivement, le fait de terminer 4 ou 5e a un intérêt plus fort que les saisons précédentes parce qu'il y aura un fonctionnement de play-off en Arkema. Donc ça serait quand même une jolie aventure pour le groupe C'est si elle clair. pouvait terminer dans le top 4 pour jouer les play-offs, même si évidemment les ambitions seront mesurées face à un trio de La tête coupe de supérieur à Roi Montpellier. Dragon. Attention danger pour les Rémoises du coup. Et voler enfin le MHS CVB, c'est compliqué à dire, hein, s'impose assez facilement 3-7-0 face aux Aigles du Nice volé. 3 points très importants dans la course au play-off pour nos Montpelliérains. On passe tout de suite à l'agenda 100% Montpelliérain qui est fait par Romain. Sport & Chill, l'agenda 100% montpelliérain. Et un beau programme cette semaine encore dans le sport montpelliérain avec 7 matchs au programme. Ça démarrera dès demain soir avec un second rendez-vous justement, Rémi, pour les MHSC volés contre la même équipe et à nouveau à domicile contre Nice à 20h. Mais cette fois-ci pour le 8e de finale de la Coupe de France. On en parlait plus tôt dans cette émission pour le BLMA notamment et aussi, vous le verrez, pour notre MHSC. Ce sera donc au Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas de Castelnau pour le volley. Comme d'habitude, vous le savez bien. Rendez-vous
rendez-vous ensuite mercredi soir, donc c'est le report du match du MHSC du côté de Maubeuge face à Feigny-Aulnois à 18h30 pour le 16e de finale de la Coupe de France. Un match évidemment ne pas manquer pour tenter de rejoindre l'OGC Nice au prochain stade de la compétition. 4 rendez-vous ensuite samedi, la réception pour le MHR de la section paloise dans un match extrêmement important pour le maintien en fin de saison à 17h pour la 13e journée de top 14 au GGL Stadium. Déplacement et second match de la semaine pour le MHSC Volley, cette fois-ci du côté du Plessis-Robinson à 19h pour la 18e journée de Marmara Spike League, le championnat. Un déplacement, on le disait, pour les Gazelles du BLMA face à l'équipe qui les suit au classement, les Bourguignonnes de Charnay. Ce sera donc à l'extérieur à 20h pour la 14e journée de LFB. Un rendez-vous pour les Vipers aussi, et pas des moindres, en D2 de hockey sur glace. Les Vipers se rendront en Savoie pour disputer un match face à l'équipe du HCMP Courchevel-Méribel-Pralognan à 20h30 pour la 15e journée du championnat au Parc Olympique de Méribel. Un match très important pour la place de leader de la poule B de D2 de hockey sur glace entre deux équipes au bilan similaire depuis le début de la saison et qui occupent donc les 2 premières places. Enfin, rendez-vous dimanche, c'est le deuxième match de la semaine du MHSC qui recevra cette fois-ci le Lille OSC que notre animateur du soir Rémi apprécie tout particulièrement, mais on espère évidemment que le MHSC prendra des points pour la lutte pour le maintien en fin de saison à 13h, match entre midi et 2, une fois n'est pas coutume pour nos Montpelliérains. Il faudra avoir bien digéré la semaine de Coupe de France pour la 19e journée de Ligue 1 au stade de la Mosson. Eh ben merci Romain, énormément de rendez-vous. Alors, je vous tiens juste au courant, France-Autriche, ça fait 29-26 pour la France. Il reste 5 minutes, le temps pour nous de prendre une petite pause musicale et après on pourra parler de ce beau parcours français à l'Euro. C'est parti. Et moi comme les gens d'ici, je vais être toujours plus haut ici. La enfant du bloc qui sait. Et dans le secteur c'est plein de vici. Je vois son reflet dans l'écran cassé. J'ai poussé loin des coins calmes. On parle de tout, du temps passé. Des cœurs qui sont à vie cachée. Un rêve qui touchait au ballon. Lui c'était la rue, pas les ligaments. Je me revois à du seul. Pas malade mais beaucoup de médicaments. J'ai merdé me maudit pas. Des rêves abandonnés en haut du toit. Je veux même quand une OG passe. Ah qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour du cash. Mais ici c'est mort. Dans le couloir j'allume un qu'est-ce qui fait noir. Chante. Ah non, je suis tout le temps dehors. Et j'en ai vu plein qui ont vu passer leur chance. Bain de sang. Y'a que des suspects. Pam. Et toute la ville est bleue. Un jour j'aurai du succès. Et j'y pardon. Je pose ma taille au sol pour pardonner. Rendre hommage. Tu me vois plus trop parce que je prends de l'âge. Et la méchante n'est pas très rare. Les caisses brûlées dans la zone. Les bleus que j'ai dans le corazon. Absent les jours d'ovation. Je connais tous les prénoms dans la jaune. Le gosse pleure seul dans la piole. J'échangerai pas vos thunes contre mon honneur. Non, je préfère partir sans claquer la porte. La petite est tombée sur un loner. J'écris haut sans casse sur la plume. Des murmures sombres au fond du couloir. J'suis né sous la pluie comme sur la lune. C'est quelques contours à la craie. J'ai pensé les plaies que j'avais ouvertes. C'est comme repeindre les murs du bâtiment pour masquer le poison qui l'enferme. One life, aucun truc à long terme. J'ai le nine et un affaire de leur plaire. All eyes on. Hey. One life, aucun truc à long terme. J'ai le nine et un affaire de leur plaire. All eyes on. Bain de sang. Y'a que des suspects. Et toute la ville est bleue. J'aurai du succès. Un jour. Et j'y pardon. Je pose ma taille au sol pour pardonner. Rendre hommage. Tu me vois plus trop parce que je prends de l'âge. Et la méchante n'est pas très rare.
rebonjour, bonsoir. Vous écoutiez SCH feat. Solalune, c'était Suspect. C'était le dernier projet de Solalune. Et tout de suite, on va passer à l'actualité de la semaine, l'Euro handball. C'est tout de suite. Sport and Chill, l'actualité de la semaine. Et on se dirige vers un gros cocorico pour nos Bleus qui sont en train de gagner 31-28 à la 58e. Donc normalement c'est plié, 2 minutes pour rattraper, 3 buts pour les Autrichiens. C'est plié, je le dis, c'est plié. Je vais défier le syndrome du commentateur. Mais normalement ça devrait le faire pour nos Français qui restent à la première place. Justement, on va parler de ça. Les Bleus se sont qualifiés, allez, on peut le dire assez facilement pour le tour principal, malgré un petit couac face aux Suisses et ce match nul. Depuis, tout roule pour les joueurs de Guillaume Gilles qui ont battu l'Allemagne, la Croatie, et qui sont en ce moment même, du coup, en train de battre l'Autriche, je peux le dire maintenant, 59e, 32-28, c'est quasi terminé. L'équipe de France est du coup actuellement première de sa poule de tour principal. On le rappelle un peu pour le fonctionnement qui est un peu spécifique pour le handball. C'est 2 poules de tour principal composées de 6 équipes chacune. Les 2 premières nations de chaque poule sont qualifiées pour les demi. Et après, on a le carré final, comme dans toutes les autres compétitions, à confrontation directe. Le gagnant va en finale, le perdant rentre à la maison, on va en petite finale. Et bien parti pour se qualifier pour le dernier carré, les Bleus se dressent-elles comme les favoris à la victoire finale? C'est ma première question. Comme ça, je vous cuis dans l'œuf. Alexis, favori pour la victoire finale, les Français? Alors, je vais être un peu chauvin. Moi, j'ai envie de dire que oui, mais après, le Danemark, de l'autre côté de la poule, ils ont été hyper sérieux. Là, on voit que, enfin, même ils ont fait plus 3 face à la Suède. C'est hyper sérieux de l'autre côté, mais franchement, ça fait une dizaine d'années que je suis le handball, depuis les experts, etc., où c'était la grande période de l'équipe de France. Les dernières compétitions, ça n'avait pas trop été ça, à part le rayon de soleil des JO. Et ça fait longtemps que je les avais pas vus aussi forts, une équipe hyper complète, des profils différents à chaque poste. Franchement, ça fait plaisir. Et défensivement, c'est très bien. Et on a enfin trouvé notre gardien. Ça fait plaisir parce que Samir, il a fait un super match face à l'Autriche. D'accord. Quelqu'un partage cet avis? Quelqu'un est contre cet avis? Quelqu'un voit pas les Français grands favoris? Je dirais pas contre cet avis, mais par contre, effectivement, je rejoins. Non, moi je vais être pointilleux. Non, mais moi, France, pour moi, le favori, c'est pas la France, effectivement. Je pense que Valentin, c'est ce que tu allais dire. Ouais. Pour moi, le favori, ça reste le Danemark, qu'on le veuille ou non. C'est une équipe qui nous a dominé régulièrement sur des grandes compétitions. Puis lorsqu'on regarde leur parcours, certes, je suis très enthousiaste et plutôt satisfait. Enfin, on verra. Ce qui compte, c'est les demi et la finale. Pour ce qui est de la préparation pour les Jeux Olympiques, avec un effectif étoffé, avec de bons gardiens, etc. Mais pour autant, le Danemark, ce qu'ils font aussi depuis le début de la compétition, on ne peut pas le nier, c'est extrêmement solide. Et le tour principal en témoigne, avec une courte victoire contre la Suède, mais une victoire solide contre la Norvège et contre les Pays-Bas. On a aussi une équipe qui a des joueurs de grande qualité à tous les postes. Évidemment, Mikkel Hansen dans son effectif, ou des joueurs comme Sander Sagosen. Moi, je ne doute pas que cette équipe du Danemark sera au rendez-vous. Sagosen, c'est norvégien. Sagosen, c'est norvégien. Moi, je me suis mélangé les pinceaux, mais peu importe. En tout cas, le jugement sur cette équipe, il est très très clair. Je pense que ça reste les favoris dans cette compétition, avec nous d'une courte tête derrière. Et j'espère évidemment qu'on aura une finale entre ces deux équipes, parce que sur un match, par contre, tout est possible. Et Valentin Belema, on va continuer cette appellation de ce moi, je vais être encore peut-être plus pessimiste. Plus méchant, ouais. Pour moi, le Danemark est favori, vu leur parcours. Et en fait, pour moi, ça va aussi se jouer en demi-finale. Parce que pour moi, en fait, la France se distingue assez nettement dans le groupe 1, mais dans le groupe 2, il y a le Danemark et la Suède. Et donc, je pense que la France, déjà, si elle termine première, va avoir un très gros match face à la Suède. Et il faudra déjà passer ça. Championne d'Europe en titre. Oui, c'est pour ça. Et tandis que le Danemark, ils vont tomber contre le deuxième qui est pas encore, qu'aura vraiment bataillé. Et donc, peut-être, ils vont avoir une demi-finale un peu plus simple. D'accord. Je dis ça, si c'est l'Allemagne, ça peut être compliqué, mais je pense que le Danemark est au-dessus de tous les adversaires dans le groupe 1 à part la France. Justement, pour parler de ça, le match est terminé, 33-28, ce cocorico, 33-28, les Français sont premiers et quasi certains d'être qualifiés, ça je pense que c'est clair. Premier, pas sûr, parce que justement ce soir, il y a un match très intéressant et à suivre. Je vous invite à le suivre, c'est Hongrie-Allemagne pour la deuxième place, mais si l'Hongrie gagne, ça joue encore pour la première place, et donc si on finit deuxième, les Français, on pourra se taper l'ogre danois. Pour revenir un peu sur ces demi-finales, on le sait, dans la poule 2, c'est le Danemark et la Suède, comme tu as dit, Valentin.
Toi, Alexis, est-ce que pour toi, on est au même niveau que la Suède, au-dessus un peu de la Suède, en dessous, ou est-ce que tu nous situes face aux champions d'Europe en titre? Après, c'est compliqué. Je dois avouer que la Suède, je les ai pas vraiment beaucoup regardés, mais c'est une équipe qu'on sait qui est solide. Après, en fait, c'est surtout par rapport au niveau de la France, ça faisait longtemps que je les avais pas vus comme ça. Je vais encore me répéter, mais c'est défensivement aussi surtout et sur les attaques placées. Qu'est-ce qu'on a de plus défensivement qu'avant? Déjà une rotation complète avec tous les pivots. Karl Conan qui était pas là souvent les dernières fois et Karl Conan qui arrive un peu en deuxième lame de Luka Karabatic et Ludovic Fabregas. Enfin, en termes de secteur central, c'est du très très solide en défense et Karl Conan c'est une énergie monumentale, c'est incroyable. Et dès qu'on est sérieux en défense, c'est exceptionnel. Et sur les attaques placées, là où sur les dernières années, je nous avais trouvé des fois en manque de solutions, etc. Avec notamment un Nikola Karabatic que j'ai pu critiquer sur les dernières compétitions. Un peu lent, un peu dépassé. Et sur cette compétition, il me surprend beaucoup sur un poste d'arrière gauche, du coup qui était son poste plutôt de jeunesse, et après c'est devenu le meilleur joueur du monde en poste de demi-centre. Et il a su laisser la relève à Nedim Remili qui joue à un niveau exceptionnel, enfin la base arrière exceptionnelle. Et sur les rotations des ailiers, c'est du très lourd. On a du Dylan Naï qui peut défendre dans le secteur central. Enfin non, c'est sur les attaques placées, quand on se concentre, etc., même les pivots, etc., on est très fort là où ce qui nous manquait beaucoup, on courait plus, je trouve, sur les autres compétitions. Donc voilà. Ouais, donc si je comprends bien, on file tout droit vers un France-Danemark en finale. Non, moi je reste très méfiant de la Suède parce que, par exemple, au dernier Euro, c'est qui nous sort en demi-finale? C'est la Suède. C'est la Suède. Et aussi, je reste méfiant aussi au niveau, pour moi, au niveau du poste de gardien de but. Pour moi, en fait, Bellassen fait pour l'instant une belle compétition, mais on n'a pas autant de certitude qu'au poste de gardien de but de la Suède ou du Danemark, par exemple. Après, là, sur ce match-là, je pense qu'il faudra regarder ses stats à la fin du match, mais c'est la deuxième fois du coup qu'il enchaîne 2 matchs de suite titulaires, où au départ c'était Rémi Desbonnets, il était même sur le banc pour le premier match, et là il commence un peu à s'imposer, et en fait c'est son parcours quasiment dans la vie. À Kiel ça s'est passé comme ça, arrivé en joker médical pour remplacer Vincent Gérard, puis finalement il le met sur le banc. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, là sur ce match-là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un gardien aussi imposant, peut-être depuis Vincent Gérard, en finale de JO. Après, je me méfie parce que ça reste quand même, malgré tout, sans leur manquer de respect, l'Islande et l'Autriche. Ouais, Non, mais c'est des équipes qu'on appelait surprises. Ouais, c'est pas l'Espagne, c'est pas la Norvège, c'est pas des équipes comme ça. Après, on leur met 5 buts, donc en soi, à chaque fois, on a ce petit côté où on va patiner, je vais dire, mais au final, on arrive à être sérieux, on leur en met 5, mais on a toujours cette petite saute de concentration qu'on a pu voir face à la Suisse, mais par contre, face à l'Allemagne, on a été d'une concentration monumentale. Valentin, tu parlais d'équipe surprise, Islande, Autriche, une petite surprise quand même, c'est la deuxième place pour l'instant qui est tenue par la Hongrie, qui pourrait sortir l'Allemagne, et qui a aussi sorti l'Espagne, si je me trompe pas, au tour préliminaire. Donc là, c'est une grosse surprise avec l'Autriche. Est-ce que tu vois la Hongrie gagner ce soir face à l'Allemagne et sortir l'Allemagne du tour principal? De son euro. Ouais, surtout qu'on a vu, ils ont mis les petits plats dans les grands avec les grands stades, 60 000 personnes. C'est incroyable, c'est exceptionnel. Moi, avec le public, je vois l'Allemagne quand même gagner ce soir. Après, on sait jamais. L'Allemagne arrive pour moi, c'est pour ça un ton en dessous. Il y a les 3 qui sont Danemark, Suède, France, qui sont vraiment au-dessus. L'Allemagne arrive un ton en dessous et pour moi, non, ils finiront peut-être 3ème l'Allemagne, parce que peut-être que la petite finale, ils vont la jouer comme ils sont chez eux, voilà. Mais sinon, mais moi, je vois l'Allemagne quand même passer malgré tout. Tout le monde est d'accord avec ce constat. Personne ne voit la Hongrie passer plutôt. Non, moi je suis plutôt aussi de l'avis de voir l'Allemagne passer quand même à domicile devant son public. Un petit peu par un trou de souris, mais poursuivre son aventure jusqu'au dernier carré de la compétition. Et c'est une équipe dont il faudra se méfier malgré tout pour les Danois, sans doute, qui devraient les jouer, parce qu'ils seront quand même avec l'appui du public et qu'il y a de la qualité dans cet effectif, même si, évidemment, si on regarde les deux équipes, le Danemark a une bonne longueur d'avance. Je m'excuse pour l'erreur initiale dans l'effectif danois, mais lorsqu'on regarde cette équipe à tous les postes, pour moi, ou presque, c'est quand même un peu supérieur à cette équipe d'Allemagne. Quant à
as une gâchette comme Gitzel, que tu as Hansen, que tu as des gardiens comme Niklas Landin et Emil Nielsen. Bon, c'est difficile de faire mieux. Et en fait aussi, faut le dire quand même, lorsque l'Allemagne a eu une opposition supérieure, ça a été notamment contre la France. Et on a vu que la France était légèrement supérieure à cette équipe allemande. Mais oui, je vois aussi l'Allemagne dans le dernier carré. Eh ben, le rendez-vous est pris. Ce soir, Hongrie-Allemagne à 20h30, juste après Sport & Chill. C'est parfait. Vous pouvez enchaîner. Vous pouvez enchaîner, mais tranquille. Voilà, on éteint la radio, on allume la télé. On éteint Twitch. On éteint Twitch. On éteint l'ordinateur, on allume la télé et c'est parfait. Je vais parler tout de suite d'un homme fort dans cet effectif de l'équipe de France. Un homme fort qui dure depuis maintenant, j'ai envie de dire 200 ans, mais bon, ouais, une éternité, comme tu dis, Alexis. On va parler de Karabatic qui a battu le record historique du meilleur marqueur de l'histoire de l'Euro, tout simplement. Est-ce que, moi j'avais une question juste pour vous, assez simple pour terminer ce débat sur le handball, enfin simple, je sais pas, où est-ce que vous le situez dans le panthéon du sport français? J'ai envie de poser une question assez concrète, quand je dis où est-ce que vous le situez, top 5, top 10, top 20, parlons pas trop des autres, concentrons-nous sur Karabatic, mais plus dans la hiérarchie, peut-être Valentin, tu penses quoi? Tu le mets où? Moi, je pense que je le mets top 10. En fait, j'ai dû écrire un papier sur Karabatic et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait des stats absolument folles. Il a fait plus de 350 matchs. Il est redevenu le meilleur buteur en Euro devant l'Islandais. J'ai oublié son nom. C'est ça, Sigurdsson. Ouais. Et alors, oui, en handball, il y a plus de compètes que par exemple au foot international. Donc, techniquement, tu peux gagner une médaille chaque année. Donc, évidemment que tu vas avoir un palmarès peut-être plus étoffé. Par contre, son empreinte, tu disais que tu regardais les experts. Moi, c'est pareil, j'ai commencé à m'intéresser au hand avec eux. Là, j'ai un peu décroché, mais mes souvenirs quand je suis plus jeune, c'est Karabatic. Et je suis époustouflé devant ma télé avec ses performances. Et rien que pour ça, je pense qu'il a marqué de son empreinte le sport français, que ce soit dans nos esprits ou au niveau du palmarès. Et rien que pour ça... je trouve qu'il a une carrière extraordinaire, quoi. Top 10, donc pour Valentin. Romain, c'est similairement la même chose? Même un peu mieux, moi je pense top 5 aujourd'hui, avec un élément déjà qui plaît dans sa faveur, c'est évidemment le palmarès, hein, si on regarde Jeux Olympiques, Euro, Championnat du Monde, ce qu'il a pu faire aussi en club, même si bon, avec le Paris Saint-Germain ça n'a pas souri en Ligue des Champions, et puis évidemment un critère clé qui est la longévité. Bientôt 40 ans pour Nikola Karabatic, toujours un homme fort, pas seulement dans le groupe, un homme fort de l'équipe de France qui répond présent dans les grands moments, dans un sport qui est extrêmement exigeant en termes d'intensité, au niveau physique aussi, au vu du poste qu'il occupe dans cette équipe. Donc oui, pour moi, Nikola Karabatic, c'est top 5 des athlètes français. Après, c'est compliqué de faire le tri, mais pour moi, objectivement, c'est le cas. Et puis, j'ajouterai à cela que le hand, évidemment, est une discipline qui a toujours fait briller le sport français. S'il faut en retenir qu'un, je pense qu'actuellement, c'est Nikola Karabatic, et que le hand mérite amplement un membre dans le top 5 du sport français, du panthéon du sport français. T'as parfaitement résumé un classement subjectif avec des arguments objectifs. Alexis, tu partages ça, top 5 rapidement, top 10? Ouais, le panthéon du sport. En fait, c'est compliqué, c'est très subjectif. Comparer les sports. Mais en c'est une fait, petite question, déjà par rapport apéro, au panthéon du handball, en termes au panthéon du handball, déjà c'est exceptionnel, quoi. En fait, c'est exactement la remarque que je me faisais sur la longévité. C'est équivalent à du LeBron James au basket. D'arriver à ce niveau-là et d'arriver encore à peser sur une rencontre. Là, je sais plus quelle rencontre où vraiment il a vraiment pesé, et c'est pas une mince affaire à son âge. 39 ans, là. Ouais, 39 ans. Il est cassé de tous les côtés. Et une intelligence de jeu. Enfin, il a plus les jambes qu'il avait avant forcément, mais il arrive toujours. Enfin, c'est exceptionnel. Nikola Karabatic, quand il va prendre sa retraite, bah là, ça va sûrement être ses dernières compétitions. Ouais. Normalement, les JO, il va les faire, on espère, mais ce serait beau déjà de finir à Paris en plus. Enfin, c'est une très belle histoire. Tout un symbole. Il raccroche les crampons. Peut-être pas le drapeau, qui sait, on sait pas. Moi, je le mets top 5 et top 3 sport collectif. Il y a quand même pour moi une distinction quand même. Genre entre sport collectif et sport individuel. Et en sport collectif, je mets top 3. D'accord. Tu mets qui? Parker? Non, je dis pas. On a dit qu'on ne disait pas. Bon, très rapidement, vous me dites juste un nom, votre top 1 panthéon sport français. Fais un tour de table, je réfléchis. Alexis? Putain. Bah, en vrai, sur le symbole, etc., même si c'est peut-être pas la carrière la plus folle, Zinedine Zidane quand même. Zidane, oui, genre. Zizou? Ouais, j'hésitais entre Zidane et Teddy Riner. Zidane, Teddy Riner. Ouais, c'est vrai, Teddy, il y a Zidane, il y a... Il m'en faut un.
Teddy. Ok. Fourcade quand même. Bah, Ouais, moi le sport. mien, ce sera pas le débat, mais c'est Fourcade. Je le mets dans le Voilà. top 3, en tout cas. C'est Ouais. pour ça que je mets pas Ça, Carpentier. ça, dans ça, le ça, top. moi, ça, je moi, je le dirais vois Aurélien en sport individuel, le biathlon, Ouais. malgré tout. Ouais. Ok. Bon, bah c'est tout pour le handball. On se retrouve pour les demi-finales, en tout cas pour la France, quasi sûr. Après contre le Danemark ou contre la Suède, reste à voir ça. Dépendant du résultat de Après, la il Hongrie reste toujours un match. Donc, Oui, c'est ça. quoi qu'il arrive, même Notre si sort, c'est pas fait ce soir, est entre voilà. nos mains. Dernier petit point, justement, je fais le relais un petit peu avec Twitch en signalant qu'un de nos auditeurs nous précise qu'il voit bien une hiérarchie, effectivement, Danemark, France, Allemagne, Suède. Donc on verra si c'est bien le podium en les mettant dans l'ordre. ok. Si c'est bien le podium Suède derrière l'Allemagne. avec la Suède potentiellement derrière l'Allemagne. Comment il s'appelle ce bel auditeur Rémi Grimont-Pont. Ah, il s'appelle pas ainsi, non, je le connais pour le coup. Ok, je précise. d'accord. Il s'appelle Mathieu. Mathieu, Voilà, Mathieu, qui est un Mathieu, grand on fait la suiveur bise de à hand Mathieu. et dont je précise que le frère joue en D2 de handball parce que son frère Apprenti s'appelle Elio Zamitz. Il joue à Ponto Combo. Voilà. Donc, c'est bah, pas Si Elio Il veut a venir raison. nous voir un jour à Sport & Chill, il est le bienvenu. C'est tout pour la page handball et euro en Allemagne. Handball. On passe tout de suite. Vous allez parler. Vous allez donner des coups de cœur, des coups de gueule. C'est la parole est au chiller. Sport & Chill. La parole est aux chillers. Et on commence tout de suite avec ce qui est peut-être la surprise de l'année, la performance du week-end en tout cas. C'est Romain, tu vas nous parler de ski alpin. Mais j'allais dire, c'est presque plus une surprise et c'est là où ça devient déroutant. C'est la performance du week-end, en tout cas indéniablement, pour Cyprien Sarrazin. Les passionnés de ski alpin le connaissaient déjà, présent depuis 2016 en Coupe du Monde. Il avait remporté, à la surprise générale à ce moment-là, une épreuve qui désormais paraît mineure dans son palmarès, un slalom géant parallèle. Et surtout, ce que dit, j'allais dire, cette performance à ce moment-là en 2016, c'est qu'il était plutôt adepte des disciplines techniques, slalom géant. Et à l'image d'un Alexis Pinturo très récemment, aussi l'avantage pour Sarrazin, c'est que ça fait quand même 2-3 ans qu'il est déjà dans cette transition. Il a basculé vers la vitesse, vers la descente, vers le Super G. Et ce qu'on peut dire, c'est quelle bascule avec brio. L'année dernière, quelques top 10 marquants déjà. Mais évidemment, ce qu'il faut pour marquer le sport et le sport français, c'est gagner des victoires et des victoires importantes si possible. Et le déclic, il s'est fait sans nul doute un petit peu avant la saison, mais en termes de résultats, le 28 décembre, lorsqu'il gagnait à Bormio la première descente de sa carrière. Et depuis, c'est juste exceptionnel. Il n'est plus sorti tout simplement des 2 premières places. C'est costaud. Hein. Et ce week-end, on espérait le voir évidemment briller dans la mecque du ski alpin en descente, la Strife à Kitzbühel. Et il l'a fait d'une manière remarquable. 2 victoires. Rien que ça. Lors des 2 jours de descente à Kitzbühel, exceptionnel. Doublé. Doublé, et de 2, ce qu'on parlait en off, une deuxième descente encore plus exceptionnelle que la première, mettant 9 dixièmes à Odermatt et collant près d'une seconde et demie à Dominique Paris, spécialiste de la discipline. Voilà, Cyprien Sarrazin, il nous a tout simplement régalé. L'intelligence de placement dans ses skis, c'était remarquable. Au niveau des courbes. Puis moi j'aime bien le personnage aussi, c'est quelqu'un qui est très rafraîchissant en interview. Franchement, j'ai eu l'occasion de l'écouter, c'était au micro de l'équipe je crois, et franchement il est là, il calcule se régale en fait. Il se régale juste, il dit il a bien fêté. Je skie mon ski et ouais, il a bien fêté. Il a bien fêté torse nu avec Odermatt bière à la main. Derrière le bar, Odermatt et lui torse nu, c'est vraiment le monde de ski qu'on adore. Bah, merci Romain pour ton coup de j'allais dire coup de gueule mais non, ton coup de cœur. J'allais refermer le sujet simplement en disant effectivement qu'ils ont l'air de bien s'apprécier avec Odermatt, que ça peut être une belle rivalité tout au long de la saison. Après on verra pour Cyprien Sarrazin pour la suite aussi de sa carrière, mais déjà il faut kiffer tout simplement cette saison, ses performances, qu'il essaye de continuer sur cette dynamique-là, parce qu'il peut éventuellement non pas aller chercher le globe de cristal de la Coupe du Monde, parce qu'Odermatt est très polyvalent, mais pourquoi pas le petit globe de la discipline, c'est loin d'être impossible. Et je signale simplement que les autres Français aussi ont été plutôt à leur aise lors de la deuxième descente de Kitzbühel, avec 3 autres Français dans le top 10, Maxence Musaton 5e, Boles Gizendaner 7e, Nils Allègre 9e. Bref, le ski français nous régale, parce qu'en plus le dimanche il y avait un slalom, et si notre champion olympique Clément Noël est malheureusement à nouveau sorti en seconde manche, il y a aussi un autre petit français, Steven Amiez, qui a terminé 6e, et Paco Rassat 12e. Donc finalement on voit plein de petits noms qui émergent pour ceux qui suivent peut-être de plus loin le ski alpin, et c'est assez encourageant pour la suite de l'aventure dans cette discipline qu'on aime tant regarder, avec en plus de superbes images sur Eurosport, je me permets de le dire. Merci Romain, tu peux te permettre. Le ski français nous régale, et il y a autre chose qui régale Alexis, c'est la NBA, Alexis.
Eh bah oui, je suis un suiveur de longue date de la NBA et ça faisait très longtemps, depuis il y a eu l'hégémonie Warriors et l'hégémonie LeBron James à l'Est, et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un championnat aussi... L'année dernière, franchement, je m'étais éloigné de la NBA, et là cette année c'est exceptionnel. On a du coaching, des petites équipes qui sont bien structurées, on a des stars un peu dans toutes les équipes, c'est très équilibré. On a des favoris, les Boston Celtics, j'y croyais pas trop Porzingis que ça marche comme ça, c'est exceptionnel en niveau de jeu, les Bucks. Enfin, il y a des mélanges, etc. La conférence Est, qui généralement est un peu en dessous de la conférence Ouest, et ça commence à devenir très intéressant, avec un style de jeu très propre à la conférence Est, plus rugueux, plus physique. On pense notamment à New York, Miami, Cleveland, etc. Mais on a même Indiana, qui est une équipe assez intéressante, avec le fameux Tyrese Haliburton, une pépite, meilleur passeur de la ligue. C'est exceptionnel dans une équipe qui tire à gogo. Bon, là, pour le coup, c'est pas du tout une équipe de l'Est. Il y a aucune défense, par contre. Au contraire des Orlando Magic, qui pour une fois font une bonne saison, avec une super défense, super bien coachée. C'est surtout ça que je note, c'est de plus en plus, on voit de super bons coachs en NBA qui tentent beaucoup de choses. Avec la transformation de Joel Embiid, par exemple, aux Sixers, qui est devenu un peu une plaque tournante du jeu. Exceptionnel. Et puis à l'ouest, de toute façon, c'est spectacle, c'est magnifique à chaque fois. On a Rudy Gobert, notre petit français, qui mériterait d'être All-Star devant Karl Anthony Towns, selon moi, mais bon, ça va être compliqué. Mais qui joue super bien, avec une super défense, avec notre français comme point central, comme point d'ancrage de tout ça. Anthony Edwards, le Michael Jordan de notre ère, c'est exceptionnel dans l'attitude. Oklahoma City, ils sont encore jeunes, ils ont plein de pics de draft et ils sont déjà deuxième de la ligue, c'est absolument exceptionnel. Avec Shai Gilgeous-Alexander il est super jeune, mais il a déjà un... Candidat MVP. Mais oui, mais je suis pas sûr qu'il le soit cette année, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut plaider en sa faveur par rapport au fait que ce qu'il fait dans cette franchise actuellement, c'est remarquable. Son match d'ailleurs contre Minnesota en témoigne. C'était le match au sommet de la conférence Ouest la semaine dernière. D'ailleurs, ils ont perdu sur 4 lancers francs bien ratés, 3 lancers francs bien ratés d'Anthony Edwards. Bon, c'était pas pour lui, mais on a les champions de sortie qui sont toujours aussi solides, avec le fameux Nikola Jokic. Lui, c'est à peu près comme LeBron James à l'époque. Si on lui donne pas le MVP, on sait tous que c'est le meilleur joueur de la ligue, quoi qu'il arrive. Clippers, après le trade de James Harden, c'était catastrophique en attaque, c'était stéréotypé, et là ça devient super solide, c'est absolument génial, c'est complet, c'est hyper intéressant à regarder. Et puis derrière, on a quand même du Dallas, du Phoenix, etc., qui ont un peu de mal à se mettre en place avec des blessures. Et les Lakers, qui sont dans un demi-mesure. Et le Jazz, qui est super bien coaché, avec une équipe qui n'a pas vraiment de star par Lauri Markkanen. Enfin, tout est super intéressant. Petit big up aux Memphis Grizzlies, qui malheureusement ont perdu Ja Morant, et qui ce sera une saison dans le vent pour eux. Et Victor Wembanyama qui fait ses stats, même si c'est compliqué. Et on sent que tu te régales en regardant la NBA. Je me régale. Franchement, c'est super intéressant de t'écouter sur la NBA. T'es le bienvenu à chaque fois. Là c'est en parle auto-chiller, mais des fois on a en débat de la semaine. T'es vraiment le bienvenu quand on parle NBA. C'est super intéressant. C'était d'ailleurs le focus la semaine dernière. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'étais pas là. Romain, tu te régales. Alexis, tu te régales. Il y en a un qui se régale beaucoup moins devant la Coupe de France et ses problèmes de diffusion. Valentin BLMA, on précise, pour ceux qui nous écoutent, raconte-nous. Je suis un peu déçu déjà qu'il n'y ait qu'un coup de gueule ce soir. Moi je m'attendais à du spectacle. Là c'est amour, peace. Bon. Ça arrive. Le mec veut juste la bagarre. Moi j'aime la baston. Mais déjà je salue mes amis d'Abidjan qui perdent 4-0 contre la Guinée équatoriale. Et qui sont à 2 doigts d'être éliminés de la CAN. La Côte d'Ivoire, on rappelle. C'est pas la capitale. Donc franchement, merci. Et Coupe de France, ouais. Cette année, j'ai un peu de mal avec la Coupe de France. Non pas parce que l'OM s'est fait sortir hier soir contre Rennes. Un petit peu quand même. C'est ça. Je l'aime de moins en moins, ouais. Je trouve la compétition moins passionnante cette année. Oui, Sochaux et Rouen ont fait de beaux exploits face à Reims et Toulouse. Oui, c'est sympa de voir Saint-Priest une Nationale 3 en 8ème de finale. Mais honnêtement, je trouve qu'il manque quelque chose, qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pour l'instant, cette édition ne nous laisse pas un exploit retentissant comme les autres saisons. Il n'y a pas de Quevilly, de Carquefou ou de Canet. J'ai cité 3 équipes qui ont éliminé l'OM quand même. Et ça me déçoit un petit peu. Personnellement, c'est ce que je recherche dans cette compétition, dans la vieille dame. Et aussi, il y a aussi niveau programmation. Les matchs des 32e m'avaient plutôt satisfait au niveau de la programmation, avec des multis plutôt bien... C'était pas mal, le week-end était assez bien réparti.
Mais là, il y a eu 2 gros multiplex et plus rien. Et 2 matchs en soirée. Je trouve ça un peu bizarre. Je valide pas totalement le fait d'avoir mis que des multiplex. Parce qu'ils ont mis les 3 quarts des matchs en multiplex, voire. Hein, et ça se trouve, ils ont mis 3 matchs. Et sinon, c'était quoi 13 autres en multiplex. Ok. Et le dernier truc qui va pas en date, c'est le match Feignolno à MHSC. Avec la rencontre qui a été reportée à mercredi. Mais avancée à un horaire de 18h. C'est super pour les spectateurs ou les supporters qui vont vouloir y aller. Genre en sortant du taf, ouais, t'as vachement le temps et tout. C'est clair. Ou même qui vont vouloir le voir à la télé d'ailleurs. Exactement, ah bah oui, clairement. Et donc j'appelle ça le talent français, le French flair. Et en fait, je crois aussi que tout simplement que la Coupe nationale a perdu une partie de son charme avec la suppression des prolongations en 2021. Ouais. Et un certain charme s'est envolé avec, et je trouve ça bien désolant. Et les stades aussi, je trouve. Quand on va jouer, tous les petits clubs reçoivent dans des grands stades. Ouais. Et avant, c'était bien quand les gros clubs allaient jouer ce football champêtre de Ah ouais, district je suis sur des d'accord. pelouses qui étaient des tas de Avec les spectateurs Mais à ouais, côté c'est ça. sur la rambarde. Les et spectateurs dans le pourtour, là, comme ça, derrière des grillages. Enfin, ça, c'était la coupe, quoi. Et là, il y avait des exploits. Je vous incite du coup quand même à regarder le match de Montpellier maintenant ce soir, Ouais, parce ouais. qu'on sera quand même un petit peu dans cet esprit-là. En Roumanie. C'est Feignolnois qui le dit lui-même. Hein, Ouais, le c'est club. clair. C'est le président de Fénix qui le dit. Bah merci Val pour ton coup de cœur. Peut-être Coup de gueule, Coup de gueule, évidemment. C'est un coup de cœur pour moi pour ton coup de gueule. Peut-être que C'est bon, que d'amour. Ça va pas plaire à Valentin. Peut-être pour revenir vite fait sur ce que tu disais, peut-être que les épopées, elles se font a posteriori. On juge d'une épopée, on juge d'un petit poussé parce qu'il est en quart, en demi, en finale. On est quand même peut-être qu'au rang que des huitièmes. C'est peut-être un peu trop tôt pour se dire ah tiens il y a un petit poussé qui est là, peut-être qu'en demi Saint-Priest il sera toujours et on dira Saint-Priest c'est son année. Ouais, mais tu vois, ce serait s'ils vont en quart ou quelque chose. Là, par exemple, ils affrontent encore. Ils ont vraiment pas de chance. Par contre, il y a Encore, presque ouais. que des Ligue 1. Ils affrontent Valenciennes qui est en Ligue 2. Mais d'ailleurs, ils ont râlé sur la vidéo. Ils font oh non. ça fait 3 fois qu'ils peuvent tomber contre une Ligue 1 et c'est clair. Après, à chaque fois, ils râlent et à chaque fois, ils les tapent. Donc là, ils vont Ouais. taper Valenciennes, ils vont recevoir Paris et ils arrêteront de nous embêter. Voilà. Mais dis-le. Mais d'ailleurs Voilà. tu vas dire plein de choses parce que tu vas parler de Dakar. Sans transition. J'allais juste ajouter que Alan nous précise que la coupe c'est Annecy en demi-finale. Bon, on lui laisse cette parole pour lui-même. Merci Alan, notre auditeur sur la Twitch, d'intervenir. N'hésitez pas à intervenir sur Twitch, Sport and Chill, sur la chaîne Twitch. Valentin, tu On parle voulais de nous parler Dakar de Dakar Ouais. Du sable, on quitte la boue la boue, et on va dans les la dunes. glace des Coupes de France et tu nous parles des dunes. du Ouais, Dakar. direction l'Arabie Saoudite. Je voulais faire un petit point sur le Dakar. Alors, un petit point assez rapide. Parce que ça a été une édition assez sympa, un peu mouvementée, pleine de rebondissements. En moto, c'est Ricky Brabec qui a gagné. On a un Français qui est sur le podium, Adrien Van Beveren, qui AVB. a enfin fait son podium, qui a même pleuré à la fin. Très C'est- ému. C'est une très belle récompense pour lui. En auto, c'est Carlos Sainz qui a gagné. Alors pour ceux qui suivent pas le Dakar, non, ce n'est pas le Carlos Sainz de la F1 qui en réalité s'appelle Carlos Sainz Junior. C'est en padré. fait son papa. Ouais. Qui famille. est là, qui perdure, qui se fait des petits kiffs dans Plus les de dunes en 60 ans. janvier. C'est la classe. Les On cheveux a blancs. Guillaume de Mévius, un pilote belge qui est à la 2e place en auto. Et on a Sébastien Loeb, le maudit, le poulidor du Dakar, comme certains l'appellent, qui fait 3e et qui est vraiment maudit sur le Dakar. Enfin, je vais y revenir. En 4e, on a un autre Français, Gerlin Chichery. Et puis, on a notre bon vieux Stéphane Peter-Ancel qui a abandonné, tout comme Nasser Al-Attiyah, le vainqueur du précédent Dakar, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et puis, pour ceux qui sont de la région, sachez qu'un Lozérien, ou Lozérois, je ne sais pas comment on dit, Lozérien, un Lozérien ouais. a gagné en SSV. C'est une petite catégorie avec des buggy. Il s'agit de Martin Borné, il me semble. Donc voilà, c'est à souligner, un régional qui a gagné. Bravo à lui. Et c'était un Dakar hyper intéressant parce qu'il y a eu des rebondissements et plein de problèmes mécaniques tout au long de la semaine. Et là où l'organisation a fait quelque chose de sympa, c'est que ils ont remis l'étape de 48 heures chrono. Et en Incroyable. fait, tout s'est presque joué dans cette étape marathon où les pilotes ont dû dormir dans ce qu'on appelle l'empty quarter. C'était d'une complètement vide et ils ont dû dormir dans la tente en plein milieu. Ils sont repartis le lendemain matin et donc dans cette 6e étape qui faisait une boucle autour de Shubaïta, je sais pas comment on dit, mais c'est en Arabie Saoudite dans le désert, vous voyez à peu près le truc. C'était le chaos complet. Je crois que c'est Nasser Al-Attiyah perd le Dakar dans cette étape. Enfin, il y a eu plein de rebondissements, plein de problèmes mécaniques.
J'aurais aimé voir Loeb gagner. On y a cru. Hein. Il a pas de chance. C'est un truc de fou. Il manquait que ça aux Français. Mais oui. Vous avez peut-être vu cette image où il est là, il a un problème mécanique et il voit Carlos Sainz qui passe devant lui. Il lui fait calm down, mec, c'est bon, t'as la voie libre, tu peux gagner. C'est fair play. Mais il a pas de bol, ce mec. Et j'espère qu'un jour, de mon vivant, je le verrai gagner le Dakar parce que chaque année, j'ai l'impression qu'on me dit qu'il peut gagner. Et qu'il a un problème mécanique. Alors voilà, c'était le Dakar 2024 et je commence, à force de suivre le Dakar, à kiffer cette épreuve. Franchement, j'ai bien kiffé aussi. C'est hyper chouette et en plus la réal elle est sympa, les photos sont belles dans les dunes. On se cotise un jour, on va courir le Dakar. La retransmission en plus de la chaîne L'équipe, c'était la première fois, je crois que ça coûte rien. Tu vas à Decathlon, t'achètes une tente, un matelas de sol. Tu loues un buggy en Arabie Saoudite et tu peux aller voir le Dakar. Écoute, basta. On sait où te trouver pour la prochaine édition du Dakar, au Dakar. Enfin, à la course du Dakar, je sais pas si on sait déjà où est-ce que c'est, mais en tout cas, toujours en Arabie Saoudite. Toujours en Arabie Saoudite. l'Arabie Saoudite. Merci les gars pour vos coups de cœur avec un et ces coups de gueule sans S pour Valentin. On passe tout de suite à la deuxième pause musicale avant de parler tennis et la petite badjole. C'est parti. J'entends ta petite voix qui s'affole, va vers le point rouge sur la map. Tellement de chétana qui s'abonne, j'ai dû dire ciao à madame. J'ai fini de balayer la zone et je ne trouve pas ma Hinata. J'appelle cette fille la Mia, rien ne sait comment c'est un an. 1h du mat, m'attend dans le sortilège. Raptage des passeports tineurs. La vie c'est sortilège, cerveau en ébullition, le cœur qui bat. Moi, je sais même plus l'heure qu'il est. Quand je consomme la liqueur, claqueur l'hiver. Orchestre à chaque fois que je fume de l'orchidée. Jusqu'au corbillard, je pense qu'à Orbi. Personne pape on float to fake. I still have no fuck to give. Hinata parle pas chinois, je peux la comprendre sans sous-titres. Personne pape on float to fake. I still have no fuck to give. Hinata parle pas chinois, je peux la comprendre sans sous-titres. J'entends ta petite voix qui s'affole, va vers le point rouge sur la map. Tellement de chétana qui s'abonne, j'ai dû dire ciao à madame. J'ai fini de balayer la zone et je ne trouve pas ma Hinata. J'appelle cette fille la Mia, rien ne sait comment c'est un an. Elle m'appelle, elle me dit je me sens si seul. Pourquoi tu me postes pas? Je t'ai vu sur Insta avec une poste batte. Je sais que ton sourire sert de cache-misère. Si je pars me ghoste pas, ou je serai triste à cause de toi. De à côté je dors pas, j'ai la mif en tête. Mes potes m'appellent, pas trap en discothèque. Je pense à arrêter ça mais le vice au père. Je parle d'arrêter la fume avec un spliff au bec. J'ai fait confiance, je regrette amèrement. Maintenant je suis busy à faire love. Je reste pas accroché à mer mort. Au bord de la plage j'ai ta mère l'or. Personne pape on float to fake. I still have no fuck to give. Hinata parle pas chinois, je peux la comprendre sans sous-titres. Personne pape on float to fake. I still have no fuck to give. Hinata parle pas chinois, je peux la comprendre sans sous-titres. J'entends ta petite voix qui s'affole, va vers le point rouge sur la map. Tellement de chétana qui s'abonne, j'ai dû dire ciao à madame. J'ai fini de balayer la zone et je ne trouve pas ma Hinata. J'appelle cette fille la Mia, rien ne sait comment c'est un an. Et vous écoutiez Tiff Hinata, c'est super, je vous invite à l'écouter. On n'est pas sur le plateau de l'émission rap qui était juste avant, mais franchement c'est vraiment une belle recommandation que je vous fais. On passe tout de suite au débat de la semaine, on va parler tennis, le débat de la semaine. Sport and chill, le débat de la semaine. Et voilà, c'est une imitation d'un coup de tennis. Voilà, je sais pas si vous avez reconnu, c'est un petit revers lifté. T'as déjà fait du C'est beau, c'est beau. Je l'ai fait en baby tennis. Enfin bref, c'est pas le débat. Ça a un petit côté ping-pong là. Tu vois. Ah ouais, c'est vrai. J'aurais dû attendre un petit peu plus. Le mec se bon prend les gars, pour on va Alexis faire le débat Lebrun, sur en mon fait. imitation de bruit de tennis, c'est très gentil. On va parler évidemment de l'Open d'Australie. En ce moment, grosse actu, c'est l'Open d'Australie. Devinez qui est toujours en place du haut de ses 62 ans. Le roi de ce sport, Novak Djokovic. Bon, il a pas Novak. Comment ça, le roi de ce sport?
C'est le roi de ce Comment sport. ça, 62 ans C'est pas le débat, il n'a pas 62 ans, mais Novak Djokovic est toujours en place. Le numéro 1 mondial serbe s'est qualifié pour les quarts de finale en infligeant une véritable gifle à notre divin chauve, le français et tête de série numéro 1 et numéro 1 français, Adrian Manarino, le double de notes. Malgré sa défaite 3-7, 6-0, 6-0, 6-3, le français a réalisé un excellent tournoi en sortant Wawrinka, Munar et la petite pépite américaine du tennis mondial Ben Shelton. Et tout cela en 5-7, s'il vous plaît, les 3 matchs en 5-7. À plus de 30 ans, Manarino a fait un tournoi excellent. Autant dire que Manarino, du coup, à 35 ans, peut ressortir fier de son tournoi, mais ce n'est pas le seul. Les Français ont particulièrement... Excusez-moi, je reprends ma respiration, ont particulièrement brillé, et certains ont continué de briller jusqu'à aujourd'hui. Arthur Cazaux et Océane Dodin. C'est simple, 7 Français se sont rendus au 3e tour, c'est une première depuis 10 ans. Donc ça, déjà, un bon gros cocorico, je rechanterai pas un point moins pour le quiz. Ah, mince. Vous en faites pas, Donc il y a questions. Lucas Van Hache, Gian Paris, Manarino, Humbert, Clara Burel, Arthur Cazaux et Océane Dodin, la dernière qui est sortie aujourd'hui. Et on note quand même que dans ces 7 joueurs, la présence de la jeunesse qui se fait tant attendre dans le tennis français. Est-ce que pour vous, c'est un immense soulagement de voir ces belles paires français? Est-ce qu'on peut parler même, allez, j'y vais, je prends les mots, je prends les gros mots, et je le pose sur la table. Est-ce qu'on peut parler j'ai oublié le mot, réarmement tennistique. on peut parler de renouveau du tennis français. Valentin. Ouais, en fait, je suis soulagé à l'issue de cette première semaine de l'Open d'Australie quand je vois, par exemple, des Lucas Van Hache qui ont certes perdu, mais qui commencent un peu à imposer leur jeu, à prendre ses habitudes des grands tournois. Et pour Arthur Cazaux, ça fait un moment que je le suis. Et par exemple, ça fait un moment que je le suis, par exemple, sur Insta, et à chaque week-end depuis 2-3 ans, il partage Not Today, parce qu'il perdait ou parce qu'il était blessé. C'est un joueur qui a eu beaucoup de malchance dans son début de carrière, malgré un très bon début en junior. Il a eu beaucoup de malchance, beaucoup de blessures. Et là, il gagne à Nouméa, il sort avec les honneurs contre Hurkacz. Il n'a pas grand-chose à se reprocher. Hurkacz, c'est un mec qui a un service hyper puissant et qui a su le mettre en place dans les moments clés du match. Il y a eu 2 tie-breaks sur ce match entre Cazaux et Hurkacz. Ouais, le match aurait pu basculer en sa faveur. Il a rien à se reprocher et je suis heureux pour ces Français qui certes sortent difficilement. Dodin, ça a été très compliqué, 54 minutes de match. Manarino, il pouvait pas faire grand-chose, mais on va voir si ça se confirme dans les semaines à venir, dans les autres grands chelems, ou si c'était juste une passade. Et... Toi, Romain, pour toi, est-ce que c'est une petite virgule comme ça dans le néant du tennis français, ou alors est-ce que ça présage que du bon pour l'année 2024, ATP, WTA? On verra en grand chelem pour les prochains grands chelems, mais c'est compliqué d'être définitif parce que parfois tu as aussi une éclaircie dans le paysage, dans un sport. C'est le cas, ça peut être le cas au tennis et pas forcément de continuité. Ce sera le plus difficile, ce sera de confirmer sur la suite. Après, là où je rejoins pleinement Valentin, c'est que on est dans un sport qui a été en grande difficulté au niveau français, du moins, et où véritablement on a une éclaircie qui est formidable. Je pense qu'on aurait signé tout de suite au début du tournoi pour avoir, comme tu le disais, 7 Français au 3e tour dans les tableaux masculins et féminins, et pour avoir 3 représentants en 8e de finale, avec en plus de la jeunesse au rendez-vous. Et même si sur ce tournoi on a eu typiquement un peu notre coqueluche du tennis français sur les derniers mois, Arthur Fils, qui a moins répondu présent, qui se fait sortir par Greg Sport, on a eu d'autres joueurs qui ont pris le relais, et en plus on s'est régalé à les voir jouer avec des supporters français qui ont mis de l'ambiance. Je crois que c'est Valentin qui voulait aussi en parler dans ce débat. Donc oui, plutôt un Open d'Australie rafraîchissant. Après, c'est la difficulté du positionnement de l'émission. C'est lundi soir, tous nos joueurs sont fait sortir. On aurait bien aimé vibrer un peu avec un quart de finale, mais je pense que la marche est évidemment encore haute pour les joueurs que l'on citait plus tôt. Manarino, c'était Djokovic, c'était sans doute peut-être celui qui avait le plus de certitude sinon, mais bon, le tirage en a voulu un petit peu autrement. Contre un autre joueur, il y aurait peut-être une petite porte qui aurait pu s'ouvrir. Et pour Arthur Cazaux et Océane Dodin, c'est déjà formidable d'avoir été en 8e de finale. Et en plus, Arthur Cazaux, effectivement, était loin d'être ridicule contre Hurkacz. Et en plus, il était malade, donc forcément, il n'avait pas toutes les chances de son côté, le petit Arthur Montpellierin, qui nous a bien régalé avec son aller la paillade sur la caméra de Melbourne. C'est vrai, aller la paillade sur la caméra. Arthur Cazaux, c'est vraiment, il nous a moi j'ai été très impressionné par le niveau d'Arthur Cazaux, très gros service, très athlétique. C'est vraiment de handballeur. Ouais, c'est vrai, il a vraiment un physique. Il a fait du handball et c'est pour ça qu'il a un service hyper puissant. Il a pas tant un physique de tennisman. Vraiment Montpellier. Très. Mais il a longtemps été au MHB.
Ouais, tout à fait. Ouais. Et toi, Valentin, par exemple, je te demande sur Arthur Cazaux, Lucas Van Hache, est-ce que c'est... Ouais. On l'a tant attendu en fait cette jeunesse dans le tennis on l'a français. tant attendu, Est-ce que c'est... maintenant elle sera attendue par contre. C'est vrai, elle aura plus de pression. À Roland, je pense qu'ils vont avoir une petite, parce que là ils avaient aucune pression en Australie à l'autre bout du monde. C'est ça, personne les attend. Il y avait un petit cop pour les supporter, mais personne allait leur crier dessus s'ils perdaient. Là, à Roland, ça dépend de leur adversaire, bien sûr. Tu penses qu'on sera plus exigeant envers eux? Par exemple, toi, t'en attends plus? C'est évident. Du fait de leur performance en Non, Open j'en d'Australie? attends pas plus, mais je pense que le public, j'en attends pas plus cette année. Dans 2-3 ans, on en reparle. Mais le grand public on a tellement entendu parler d'Arthur Cazaux de la dernière semaine là, que le grand public il va y avoir on une entend pression médiatique forcément, à mon avis avant Roland. Mais ça peut faire comme Hugo Gaston. Hein. Ouais, mais Hugo Gaston c'est un peu différent. Il y avait moins cette dynamique de renouveau, tout ça. Il a percé sur un tournoi de Roland Garros et après. Mais c'est vrai que ça peut faire une Hugo Gaston une très grosse pression médiatique et attention pour eux. Tu penses qu'ils sont capables de. Alors tu penses que toi tu vas être plus rigoureux avec eux à Roland Garros notamment? Je pense que de la pression médiatique va en avoir plus. Moi, justement, je pense que c'est comme Valentin sur cette idée-là. C'est-à-dire que, personnellement, je vais pas en attendre plus. J'en voudrais pas à Arthur Cazaux, même si j'espère qu'il nous fera vibrer à Roland, parce qu'en plus, ce qui rajoute une petite saveur supplémentaire, il est montpelliérain. Mais s'il se fait sortir prématurément dans le tournoi, il y aura aucun scandale, parce qu'on est quand même sur un joueur qui, pour le moment, n'avait pas fait de parcours en grand chelem. C'est évidemment difficile de confirmer. Mais la pression médiatique, elle sera très forte derrière ces joueurs pour la suite de la saison. Et parfois il y a eu un peu des one shot. Je pense typiquement à Lucas Pouille qui a eu fait un parcours à l'Open d'Australie. La suite de la carrière n'a pas forcément été formidable. Après, le potentiel réel, par contre, ça c'est un sujet. Arthur Cazaux, Lucas Van Hache, ils l'ont, Arthur Fils aussi, et du coup je suis beaucoup plus positif effectivement pour les prochaines années du tennis français que je l'étais il y a même 2 ou 3 ans. Après il faudra voir effectivement sur la durée comment ils peuvent évoluer. On a besoin de nouveau de Français qui enchaînent des performances, c'est ce qu'on voit dernièrement, et qui peuvent faire partie à minima du top 20 pour être régulièrement en deuxième semaine de tournoi de Grand Chelem, pour que justement on arrête à l'avenir de se dire que c'est une anomalie et juste qu'on puisse pas seulement se satisfaire d'un 8e, mais de nouveau comme à l'époque de nos mousquetaires, ne serait-ce que d'un quart de finale de Grand Chelem, ce serait évidemment formidable. On parle beaucoup du renouveau du tennis français masculin, mais aussi en féminine, on a Clara Burel, pardon, excusez-moi, Océane Dodin. Bon, Caroline Garcia, ça a pêché dès le premier tour pour elle, mais on a aussi un renouveau de jeunesse. Deuxième tour, pardon, on a aussi un renouveau de jeunesse chez les filles, Valentin. Ouais, mais je voulais juste préciser aussi pour Cazaux qu'il s'est bien replacé dans la race au JO, et à voir si ça peut pas aussi lui mettre une pression, parce qu'il rattrape Alexandre Muller, donc on verra. Pour les filles, c'est clair que Caroline Garcia, on en a beaucoup attendu d'elle. Quand elle gagne les WTA Finals, c'était quelque chose, mais là, elle semble complètement craquer psychologiquement. Ça a l'air d'être un vrai problème chez elle, et elle ne sait pas si elle arrivera à le surmonter pour la fin de sa carrière. Néanmoins, quand on voit qu'elle arrive à faire quelque chose en double avec Mladenovic, là, elles sont encore en lice, ça confirme son bon niveau tennistique aussi. Elle a un bon niveau tennistique, c'est ça. C'est le mental, comme tu disais. C'est le mental qui pêche, et chez les filles, le problème, c'est qu'on a toujours des no-name, mais c'est pour caractériser, on a toujours des filles qui sortent de nulle part. Il y a qu'à regarder Swiatek, qui à chaque fois dans les grands chelems se font un peu sortir par des filles, on ne sait pas d'où elles viennent. Pour les Françaises, j'espère qu'elles auront aussi cette position de la fille qui veut faire son trou un peu et qui va venir sortir des grandes joueuses. Donc, parce que tu dis ça, mais les no-name, c'est jamais les Françaises. C'est ce que j'allais dire. Donc j'espère que les Françaises vont devenir des no-name entre guillemets, et on verra avec Océane Dodin ou Clara Burel si ça se confirme par exemple, parce que le niveau de jeu était, à part pour Dodin sur son dernier match, le niveau de jeu était pas si mal. Ouais, c'est plutôt pas mal en tout cas pour cette nouvelle vague française. Oui, Romain, j'allais simplement conclure sur ce côté vague française, pour reprendre ta terminologie. Je suis quand même plus optimiste personnellement de ce que je vois chez les garçons que chez les filles en termes de continuité, parce que justement le tableau féminin normalement est plus ouvert très clairement que le tableau masculin, et certes il y a des jolis petits parcours, hein. Moi je suis très content pour Océane Dodin, il n'y a pas de scandale qu'elle se fasse sortir aujourd'hui pour autant, elle avait jamais passé un tour de Grand Chelem si je me trompe pas par le passé, mais effectivement j'ai l'impression qu'on est plus dans le one shot, là où Cazaux, Van Hache, Fils, Humbert, je doute pas qu'ils nous refassent des performances dans les prochains tournois. Pour les filles, j'espère me tromper, mais j'attends de voir.
On touche du bois, en tout cas la table est en bois, on peut directement On la touche toucher tous. du bois. Et ouais. on est à fond avec elle, évidemment. Nous, la pression médiatique, c'est pas notre souci. C'est clair, d'ailleurs, si vous voulez nous voir toucher du bois, n'hésitez pas à aller sur Twitch, allez sur Twitch Sport and Chill. Le bois qui est de la couleur de la casquette de Rémi. Eh oui, tu l'as dit. On ne fera pas gagner de tickets pour venir voir notre émission Sport and Chill à cause de toi, évidemment. Attends, on pas dit la couleur, hein, je dis la matière. C'est vrai. Ben là, on est actuellement à la fin de la première semaine et au début de la deuxième semaine de l'Open d'Australie. Première semaine très enrichissante. On a vu des gros tomber, notamment chez Fi, Garcia. Enfin, il y a beaucoup de gros noms qui sont tombés. Chez les hommes, il y a quand même des gros noms qui sont tombés. Runeux face à notre Arthur Cazot national. Mais on en a 2 qui sont toujours là. Surtout un qui est toujours là. Qui monte en puissance. Qui a gagné ces deux premiers tours un peu plus difficilement. Mais quand même il était là. Et là, il commence à regagner en 3-7. C'est Novak Djokovic. Alexis, pour toi, est-ce que Novak Djokovic c'est vraiment seul au monde ou alors comme tu dis, je crois quand tu dis qu'il en reste que 2, il est pas seul au monde. Après, j'avoue que je suis plus assez le tennis pour sur le match qu'a fait Alcaraz aujourd'hui, c'est sérieux, c'est fort, mais bon, en fait, maintenant quasiment le truc c'est qu'il faut qu'il soit sérieux sur toute la compète et puis la décision elle se fait sur la finale et puis on sait pas de quel côté de la pièce ça va tomber. C'est plutôt tombé généralement du côté de Djokovic pour l'instant. Mais j'avoue que pour l'instant, moi je sais pas sur qui je mets la pièce, s'il n'y a pas de surprise, bien évidemment. Romain, favori, Djokovic, net et sans bavure. Djokovic forcément favori, surtout à Melbourne, son palmarès plaide pour lui. Par contre, là où je vais mettre une petite nuance, en plus, l'idée est clairement de donner de l'intérêt au tournoi, qui est d'ailleurs assez intéressant à suivre aussi dans le tableau masculin, c'est qu'on a quand même 8 joueurs globalement, même s'il y a eu quelques sorties de route qui étaient attendues pro à ce stade de la compétition, avec de très beaux quarts de finale. Peut-être moins Fritz. Moins Taylor Fritz, effectivement, qui est l'adversaire de Novak Djokovic. Et c'est pour ça que je rejoins Florian, notre ancien animateur qui vient de commenter sur Twitch. Moi, je pense que le prochain tour, déjà, sera un vrai test pour Novak Djokovic. J'ai tendance à penser qu'Yannick Sinner devrait sortir Andrei Rublev. J'espère pas me tromper. Et s'il fallait parler d'un 3e homme dans ce tournoi que j'attends de suivre de près, je sais que c'était aussi le cas de Clément qui voulait voir l'année 2024 de Yannick Sinner. C'est bien Yannick Sinner, derrière Alcaraz et Djokovic. Légèrement devant typiquement un Daniil Medvedev, je lui mets un peu plus de crédit sur la dynamique récente et je pense que pour Sinner ce sera vraiment un match intéressant potentiellement en demi-finale contre Novak Djokovic, donc Sinner qui sort ne mettons Kachanov. pas la charrue avant les bœufs. Sinner qui sort Kachanov, qui est très solide sur dur. Valentin, toi t'es sur le niveau de pronostic Pour rebondir, pour moi Djokovic a le quart de finale, pas si, je veux le dire, a le quart de finale le plus simple. Déjà qu'il est assez favori. Juste, je rappelle les quarts de finale, on a Djokovic face à Fritz et Sinner face à Rublev dans la même partie de tableau, donc les gagnants s'affronteront, et dans l'autre partie de tableau, on a Urkaz, le polonais, qui vient de sortir Cazot, et Medvedev, et Zverev, Alcaraz, là aussi, très beau quart de finale. Valentin, je t'ai coupé, excuse-moi. Donc je vois Djokovic quand même au-dessus de Fritz, même si Fritz, je me souviens d'une image de lui à Roland où il fait chute au public. Hein. Ouais. Donc allez Djokovic. La chauvinisme. Non, après le Sinner Rublev qui a lieu demain matin vers 9h je crois. Je vais le regarder avec attention parce que c'est un match vraiment... C'est typiquement le match qui peut aller en 5-7. Numéro 4 contre numéro 5 mondial. Ouais, c'est typiquement le match qui peut aller en 5-7 et je pense que Sinner est un peu au-dessus, mais il peut tellement laisser des plumes face à Rublev que Djoko, ça se trouve, va lui remettre la bulle. C'est ça qui peut d'autant plus faire la différence, effectivement, la demi-finale et qui donne pas une tâche facile à Yannick Sinner, c'est qu'effectivement, je pense qu'il va perdre plus de plumes contre Rublev que Djoko contre Taylor Fritz. Et de l'autre côté, Zverev, Alcaraz, Zverev est serein, il développe pas un super tennis, j'ai un peu regardé, mais il est serein. Et que Medvedev, Urkaz, il m'a pas 100% plu ce matin. Urkaz, il est discret, mais il est solide dans les très gros services. Ouais, je sais, mais. Attends, le mec, il a fait plus de 1000 aces en 2023, il en a 60 sur la première semaine. Le mec est chaud. Hein. Ouais, mais je sais pas. Je pense qu'il peut piéger Medvedev. Faudra regarder parce que Urkaz, il pourra peut-être un peu embêter Medvedev. Moi, tu voulais ajouter une petite Ouais, j'allais dire que Urkaz, c'est peut-être le joueur un peu moins bankable des autres noms qu'on cite.
d'intensité et du coup on y porte un peu moins d'attention. C'est le plus discret. Le plus discret, voilà. Mais je pense que son tournoi plaide pour lui dans le sens qu'il a été quand même très solide depuis le départ, que c'est une surface sur laquelle il s'exprime très bien sur dur, et je pense que de ce point de vue-là, le match sera pas si évident pour Dani Medvedev, qui a quand même laissé un set contre Nuno Borges, le Portugais, qui certes a fait aussi un très bon tournoi à l'image d'un Arthur Cazaux. Donc je pense que ça peut être un quart de finale intéressant. Pour Zverev, simplement le mot de la fin sur Zverev, c'est de dire que moi ce que j'ai apprécié jusque-là, c'est de le voir assez calme dans son attitude, vraiment en gestion des temps forts, temps faibles. Après, clairement, c'est plus le Zverev qu'on voyait avant sa blessure à Roland, et je pense que contre Alcaraz, vu le niveau d'Alcaraz qu'on a vu sur le 8e de finale, ce sera quand même très difficile pour l'Allemand. À voir si l'homme au bandeau pourra... Zverev 5-7 en plus là, Ouais. il a fait, donc il sort d'un gros match. Enfin. Ouais. À voir si l'homme au bandeau pourra enquêter l'Espagnol. Petit dernier tour de table pour finir ce débat, très rapidement, en un nom de famille, je veux même pas le prénom. Qui sera le gagnant de l'Open d'Australie, qu'on débriefera notamment la semaine prochaine, puisque ça sera terminé, finale dimanche. Rendez-vous la semaine prochaine, lundi, sur Sport & Chill. Ne partez pas tout de suite, parce qu'après, il y a le quiz. Valentin. Moi, j'ai envie de croire que Alcaraz va gagner. Alcaraz. C'est mon chouchou. La même chose. Alcaraz. Pour la surprise. Carlito Alcaraz aussi. On a 3. Ouais. On a... Oh là. Je m'attendais pas à avoir autant Alors de soutien. Romain, est-ce que tu vas soutenir notre belle bonne de copains? Ou alors... écoute, j'allais dire que Alcaraz, évidemment, j'aimerais beaucoup parce que tout le monde connaît ma passion pour le sport espagnol. D'ailleurs, je vois Florian qui me tacle un petit peu en disant: est-ce que tu as déjà parlé d'Alejandro Valverde et qui tu préfères entre Rossi ou Marquez? Il me connaît un petit peu. mais je vais dire de manière pragmatique Novak Djokovic. Et je vais dire dans le tableau féminin aussi, sans prendre trop de risques, Aryna Sabalenka. Ok. Oui. Ben moi, je te rejoins là-dessus. Je pense que Novak Djokovic va Étonnant. l'emporter. Ouais, bah oui, moi c'est Étonnant mon venant de ta part. c'est mon J'espère goth à juste moi. qu'il va sortir Fritz, parce que j'aime pas les Américains quand je vois le comportement de Shelton face à Manarino. Et puis en plus ils en font des très Ils en mauvaises. font des caisses. Des frites aux États-Unis. Oh là là. Allez hop, là-dessus on passe directement sur le quiz préparé par Romain. Mais petite dernière virgule, tu veux nous parler du COP français? Non, gros, je salue tous ces supporters français qui ont donné de la voix à Melbourne, c'était incroyable. Il y en a qui sont allés en Australie exprès, il y en a d'autres qui vivent là-bas. Les mecs, attends, ils ont mis du pognon et tout pour aller supporter les Français. Au final, ils se sont fait inviter par Van Hache, par Cazaux et tout. Et là, ils vont même voir le double avec Mladenovic Garcia. Ils vont voir les juniors aussi, parce qu'il y a une Française qui est au 3e tour des juniors. Les mecs sont chauds, avec leur maillot divin chauve. Et j'espère que ces mecs seront invités à, je sais pas, à Roland, je suis ambitieux, mais gros big up à eux en tout cas. S'ils veulent venir dans la semaine bleue de Melbourne. S'ils veulent venir dans l'émission pour supporter et pour nous encourager pendant l'émission, dès que Romain dit quelque chose, d'ailleurs, du bleu, vous pouvez en voir si vous êtes sur Twitch, parce que le pull de Romain est bleu. Voilà, on continue de faire la promotion de notre émission sur Twitch. Et tout alors, de suite. je vais dire juste le chant, la paillade, alors là, la totale. Ça, c'est parfait. D'ailleurs, s'ils veulent venir chanter, je réitère mon envie. Merci les gars pour ce magnifique débat sur l'Open d'Australie. Rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer du vainqueur qui sera Djokovic. Tout de suite, c'est le quiz. Sport & Chill, le quiz. Et le quiz qui nous est présenté par Romain. Romain, j'espère que tu as fait des questions biathlon juste pour moi. Merci. Juste pour toi. Tu verras bien, mais tu sais que tu animes l'émission, alors c'est un risque pour les autres participants que j'ai pu mettre une petite question biathlon quelque part. Un billet sous la table. Surtout qu'on n'a pas parlé ce soir et on aurait pu parler de la manche de Coupe du Monde en Antolzantercedra. Vous connaissez les règles du jeu. On invite évidemment aussi nos amis qui suivent l'émission sur le Twitch à participer, carrément. Même si c'est moi qui regarde le Twitch et en posant les questions, je pourrais pas forcément regarder derrière vos votre réponses radio, crier, on vous entend. Mais je peux vous assurer que comme ça, les chillers ne vont pas tricher. 4, pardon, j'allais me tromper dans le nombre, mais pas du tout. Challenger autour de la table, les deux Valentin, vous l'avez compris, Valentin BLMA et Valentin, tu m'avais dit Valentin Metz. Oui, Valentin Metz, évidemment. Oui. Valentin Chat quel Noir. doute. Valentin Chat Noir, on aurait pu le dire aussi. Alexis, évidemment, qui attend les questions NBA avec impatience. Et enfin, Rémi, justement. Tu vois, je regarde vers la gauche, j'étais habitué à mon animateur avant, Florian, qui est justement sur le Twitch. Première question, vous pouvez me couper dès que vous pensez avoir la réponse. Ça devient un classique, comme le dit souvent Valentin. L'anniversaire. L'anniversaire. J'aurais dû vérifier. Je suis né un 22 janvier. Parce que c'est la date d'aujourd'hui, évidemment. Le 22 janvier 1992 à Garoua. Je suis repéré à l'âge de 14 ans par le club de ma ville natale, Cotton Sport Garoua, qui sera le premier club de ma carrière entre 2006 et 2009.
Il démarrera sa carrière professionnelle en Elite One lors de la saison 2009-2010. Invité surprise de la liste de Paul Le Guen lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud à seulement 21 ans, je rejoins la France passant 3 saisons à Valenciennes, un club où est Calou. passé avant lui un certain Roger Mila. Avant de rejoindre le FC Lorient, où je réaliserai ma première Aboubacar. saison pleine dans l'élite du football français, c'est Vincent Aboubacar Moi, j'avais même pas qui le pays dès fête le son départ. anniversaire. On se regardait avec Rémi, on était, c'est quelle nationalité? Point pour Valentin Belema, comme tu dis, Valentin Cosson. Effectivement, premier point pour lui, Bien joué. Vincent Aboubacar qui a remporté notamment la CAN en 2017 avec le but victorieux contre l'Égypte de Mo Salah. En Et plus, quel en ce but. moment, c'est la CAN. Quel Quel but. but en plus, donc c'était l'occasion En fait, de faut qu'on check les anniversaires avant de venir citer ici. son anniversaire. Mais je vais peut-être arrêter prochainement de faire la question si vous vérifiez. Mais je me doutais que ce soir, il pouvait y avoir cet oubli. Prochaine question, et là cette fois-ci c'est une question enchère, donc vous pouvez prendre votre Oh. temps, il faut que vous En chair et réfléchissiez en os. à 5 noms, vous allez le voir. 5 joueurs ont marqué au moins 10 buts en Liga. En Liga, Pourriez-vous tous les retrouver? Si l'un de vous pense avoir les 5, il prend la main. Sinon, on verra si quelqu'un en a 4 ou 3, par exemple. D'une certaine manière, il faut retrouver le classement des buteurs du championnat d'Espagne, tout simplement. Et trouver les 5 meilleurs buteurs du championnat. Bah allez, Si je quelqu'un commence. pense en avoir 5, il lance la dynamique. Sinon, on prend le suivant. 5, je suis pas sûr parce que il va avoir un gars de Gironne et j'ai pas tous les gars de Gironne. j'arrive pas à trouver le nom du mec de Gérard. l'Ukrainien. Bah allez, moi je vais dire 4. Allez, je dis 4. 34. Est-ce Qui que va quelqu'un tenter a 5? mieux? Parce qu'effectivement, J'en ai le deux. premier qui parle prend la main. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas plus. Rémi, Non, c'est bon. à toi de jouer. Ah, si je Valentin pensais a que pas. vous alliez dire ça. Bon, Grisou. Grisou, c'est oui. Ouais. J'ai le droit de me tromper ou pas? T'as pas le droit de te non, tromper, qu'est-ce sinon que on c'est te Bellingham. donne Un point à un tout le point monde. même à tout Ok. le monde. Ah oui, ok. Griezmann, 11 buts. Bellingham. Bellingham, meilleur buteur du championnat avec 14 buts. Ah ouais, c'est serré alors, si c'est lui le meilleur à 14. On fait moins le malin. Alvaro Morata. Oui, 12 buts. Ok, il m'en manque un. À mon avis, c'est un deuxième du Real. Ou alors un gars du Barça, peut-être Lewandowski. Non, Lewandowski claque pas beaucoup au Barça. J'ai regardé une Ça vidéo se sur tente, Gérard ça se avant de tente. venir, Je j'ai vais oublié le dire, nom. non, je vais dire. Allez, fonce Rémi, on est avec toi. Allez, je fonce. Et je dis Vinicius. Et c'est non. Rodrigo. Et il c'est s'est non blessé, pour Rémi. Vinicius. Ça distribue des points à ses Merci, adversaires, mais Et c'est vrai que Est-ce c'est qu'il y blessé. avait il faut bien qu'il y en ait un qui se lance. le mec de Gérone là? Artem. Il a un nom Artem qui finit en co. Dovbyk. 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 Ouais, j'allais me Voilà. noter Doubry. Et Ah, c'est celui qui a mis pour un triplé, cela, là, messieurs, en six que j'ai minutes. mis d'ailleurs la question dans le quiz ce soir. Ah, Parce qu'il a même pardon. inscrit un quadruplé Quadruplé. à Montilivi Et pour la c'était victoire qui, le 5-1 cinquième contre le FC Séville. Et le dernier était difficile à trouver pour des personnes qui suivent un peu moins le championnat d'Espagne. C'est Borja Mayoral, l'attaquant Ah, de j'aurais Retafe, dû dire 3. avec Retafe. 13 buts. J'ai été On gourmand. enchaîne avec une nouvelle question, messieurs, et c'est une question que souvent vous aimez bien. Retrouvez le joueur en fonction des clubs où il évolue Oh, dans sa oh, carrière. Bah oui. Tu nous fais du grand Mendes hein, ce soir. Arles Avignon. Oui, messieurs. Arles Avignon. Courtrai. La Gantoise. Ah, c'est Gift Orban. Spartak Moscou. Samuel Gigot? Samuel Gigot, Ah ouais, Olympique de ouais, Marseille. bah, Oh, non, mais aussi, t'as Ça te donne un avantage, point, non, mais- Valentin, c'est Qui a déjà loupé le penalty. l'avantage. Mais pour un fait triste pour toi, évidemment, Samuel Gigot, défenseur et capitaine de l'Olympique de Marseille, qui a connu un cruel dénouement pour son équipe, ratant le tir au but décisif sur la transversale de Gauthier Gallon au Roazhon Park pour la qualification Ah, de c'est Rennes, qui retrouvera Sochaux dommage. prochain. Vas-y, gagne le quiz nous en Coupe de France. Prochaine question. Pas lui. Et Bah, c'est si. une déclaration, vous Avec me l'OL. coupez quand vous pensez avoir la réponse, messieurs. Vous pouvez proposer des noms, il n'y a pas de souci. Vous aurez une seconde chance si jamais c'est Ok. pas OK. Je suis énervé après moi parce que j'aborde mal cet endroit en haut du tracé qui n'est pas difficile. Mais simplement, je me mets un peu dans le jus, je me précipite, je rentre beaucoup trop tôt. C'est une erreur technique qui est évitable largement et je sais l'éviter. Maintenant, on essaie de se tourner vers la suite, même si là, pour l'instant, c'est dur à digérer. Clément Noël? Clément Noël, c'est toi Valentin. Ouais. Non, Clément c'est- Noël. c'est Ça l'autre va, Valentin lui. qui l'a dit. J'ai eu le doute parfois quand on regarde pas sur la Joli. voix de celui qui a donné Ah, t'es l'info. chaud. Clément Noël en interview à l'arrivée du slalom de Kitzbühel après sa sortie de piste lors de la deuxième manche de ce dimanche. On espère qu'il se reprendra mercredi lors du slalom en nocturne de Schladming que je vous encourage à suivre. Grand moment de la saison de ski. Prochaine question, et c'est une question en lien avec notre focus actu, parce qu'on va parler handball, messieurs, et ça va être un tour de table, donc vous avez l'occasion de réfléchir au nombre que vous allez proposer, parce que c'est un nombre qu'on recherche.
On a parlé de Nikola Karabatic qui vient d'effacer un nouveau record en devenant le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Europe. Une marque qui risque d'être effacée prochainement par le Danois Mikkel Hansen, mais pour le moment, c'est bien notre Frenchie qui est en tête alors qu'il approche des 40 ans. On va pas parler de ce record, mais on va parler d'autre chose. On va parler du palmarès de l'ancien Montpellier. Soyez attentifs, messieurs. Le palmarès de Nikola Karabatic. Je vais vous demander le nombre de titres de Nikola Karabatic, mais le nombre de titres internationaux. Ce qui signifie que je vous demande le cumul des championnats d'Europe, du monde, des Jeux Olympiques et Ligue des Champions. Oh, la Ligue des Champions en club. C'est pour mettre une petite difficulté supplémentaire. Le plus haut score. Laisse-moi réfléchir. Ne parle pas trop, mais effectivement, j'allais proposer à Valentin de démarrer parce que je fais toujours démarrer celui qui est en tête et il a un peu d'avance. Donc c'est Valentin qui va s'essayer. Un nombre le plus proche l'emporte évidemment. Un nombre de titres. 14. 14 pour toi, Valentin. Et on enchaîne avec quelqu'un qui suit de près visiblement le handball, Alexis. On fait un tour de table. Je vais te dire moins gros quand même, je dirais allez 11. Oh putain, tu saoules, je voulais dire 11. Ouais, moi j'ai Tu dis 11 ou pas? Moi je voulais dire 11. Aucune idée des Ligues des Champions. 11 et Rémi? 17. 17. Tu le sais? Ça va vous faire mal les gars, parce que Valentin a carrément même la bonne. Non mais ça réponse. va. C'est un tout pile, et les tout piles c'est 2 points. C'est comment c'est le partage? C'est ça, vous êtes arrivés Je vais ensemble. vous le donner. Triple champion olympique, Ok. quadruple champion du monde, 3 fois champion d'Europe. Et 3 Ligues des Champions, l'une avec Montpellier en 2003, l'une avec Kiel en 2007 et enfin avec le Barça en 2015, tout juste avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. J'étais à 12 en comptant et je me suis dit, vas-y, allez, on y va. Et 14, Voilà, et c'était chance. ok. Effectivement, les gars, je regarde le compteur, je regarde l'heure et je vous propose qu'on fasse la dernière question, même si on pourra s'en faire d'autres en off pour les amateurs de quiz. Et je vais vous poser une question, mais retrouver le joueur en fonction des clubs où il a évolué dans sa carrière de nouveau. Je me dis qu'au moins on parle d'un sport qu'on maîtrise tous pour cette dernière question. Désolé pour le basket et le biathlon soir, on se les fera en off parce que oui, il y avait des questions sur ces deux sports. On a perdu Valentin. Passos de Ferreira, Atlético Madrid, FC Porto, Wolverhampton, Ruben Neves, Boubacar Traoré, Liverpool, Rota. Diogo Jota. La victoire est plus que méritée pour Valentin. Le mec Valentin Bellema, Valentin Cosson. Diogo Jota. Pourquoi Diogo Jota? Le milieu offensif portugais des Reds a marqué un doublé en 9 minutes ce week-end lors du large succès face à Bournemouth à l'extérieur en l'absence de Mo Salah parti à la CAN mais qui va revenir très vite à Liverpool. Qu'est-ce que tu insinues? Bon après, le problème c'est qu'il est blessé donc. Mais parce que blessé, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les S'il revient, normalement c'est Liverpool. demi-finale, donc ça va être compliqué pour l'Égypte. Donc c'est un peu compliqué pour Mo Salah et je termine en disant effectivement qu'il y a eu même 2 doublés dans ce match, sachant que Darwin Núñez a aussi marqué un doublé à la 49e et la 90e plus 3, 4, 5, 6, 7, large victoire pour Valentin. 7-1, comme de belles affiches dont on se rappelle, un certain match entre le Brésil et l'Allemagne en Coupe du Monde de football. Magnifique, Bravo, merci Romain, merci Romain pour ce quiz. Qualitat. Bravo Valentin, merci les gars pour cette belle émission, merci Valentin, toi, merci à toi Valentin, merci Alexis, merci Romain, merci Yanis, merci Max à la régie. Et merci Rémi. Et merci à moi. Merci à toi Rémi. Merci à vous surtout de nous écouter. Merci à ceux qui s'occupent de l'Insta, Alan et Guillaume Bialès, si je me trompe pas. Merci à ceux qui s'occupent du Twitter, qui est Romain et Valentin qui sont juste ici. Clément un petit peu aussi. Et Clément aussi, bientôt, et Manon sur Facebook. Merci à tous. On se quitte avec le son de la semaine. Romain, c'est toi qui as confectionné. Je te laisse le dernier mot. La semaine, j'allais dire spécial ski. Vous allez retrouver la victoire de Michaela Schifrin lors du slalom nocturne à Flarao devant Petra Vlhova qui malheureusement manquera la suite de la saison en raison d'une rupture au ligament croisé. Blessure un peu trop fréquente dernièrement dans le sport international. Malheureusement. Et aussi, évidemment, on n'allait pas la louper, la victoire lors de la deuxième descente de notre Cyprien Sarrazin avec les commentaires d'Eurosport. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Et puis évidemment, dès 21h, retrouver l'équipe de Campus Hi-Fi sur Radio Campus Montpellier. C'est ça. Merci à tous et bonne soirée à vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Oh oui, regardez, là où Sarah Hector a fait une faute tout à l'heure, eh bien, elle n'en fait pas et elle creuse. 1 seconde d'avance maintenant pour Michaela Schifrin et qui file vers un nouveau podium.
les mouvements de terrain jusqu'en bas et encore voilà la Et la championne. démonstration Bravo. de Michaela Schifrin qui s'installe en tête, 1 seconde et 11 centièmes. Le point est serré, mais attention, il n'y a pas une explosion de joie parce qu'elle sait que Petra Vlhova est encore au départ. Autour de Cyprien Sarrazin, de rentrer un peu plus dans la légende de Kitzbühel, vainqueur hier de la première descente. Ça serait beau d'imiter Luc Alphand, vainqueur de 2 descentes le même jour. En 95. C'est parti pour Cyprien Sarrazin. Fais pas le fou, Cyp. Ici, oh là, c'est encore mieux qu'hier. C'est mieux, c'est mieux. Pour l'instant, c'est parfait. Par contre, c'est plus risqué qu'hier, ça. Ça reste le la différence de courbe. La différence de courbe. C'est un modèle 64 centièmes et 114 km/h. Il peut assommer la course. Il a fait tellement de fautes au Dermat, c'était sûr que ça pouvait aller plus vite et Cyp le monte là, 6/10. Montrez-le dans toutes les écoles de ski alpin, ce qu'il est en train de faire, Cyprien Sarrazin. Ça va faire plus d'1 seconde. 1 seconde. Attention l'immense saut. La course c'est pas fini, ouais, faut faire attention. Il se ferme un petit peu l'angle, mais il taille tellement. Il va lui coller la seconde. Hein. Oh, le modèle du genre. C'est un chef-d'œuvre. Il est imprenable. Offrez-lui une place au musée du Louvre. Ça va Elle faire est 2 énorme, cabines. cette descente. Ça va faire 2 cabines. Ah bah c'est la cabine, c'est Achetez-lui un télécabine. Oh là là, 91 centièmes sur Marco Dermat. Démonstration du génie Cyprien Sarrazin.